Bonjour à tous, bienvenue dans le récap de la week 11 de cette semaine de college football, The Trick Play Podcast. Ce soir, avec moi pour débriefer ce qui s'est passé dans cette semaine. Je suis avec Kevin. Salut Kevin. Salut, salut. Je suis également accompagné de deux membres de la Southeastern Conference avec Valentin Salut les gars. et Ryan, Hey, what's up, boys? qui n'ont pas vécu le même week-end de leur côté au niveau de leurs équipes respectives, Ah non, malheureusement. ça c'est clair. Ça, On, c'est on clair appelle et ça net. 2 salles, 2 ambiances dans le métier. C'est ça, exactement. Ouais, mais c'est pas grave, on les a froissés quelques semaines avant, donc ça fait plaisir. Bon, comment ça va globalement? Ça va, vous avez passé un bon week-end? Non, je suis en dépression, moi. C'est-à-dire que entre l'OM, LSU, Washington et Miami, franchement, là, ce week-end, c'était, bon, voilà, moyen. Bah franchement, tu sais quoi, c'est bien fait pour toi pour m'avoir pris une victoire. Pour rien du tout, pour te prendre 40 pions contre Lamar. Oh pardon, non, contre Jalen Mills. Ah, frérot, toi-même, tu sais, gros, laisse tomber, je suis au fond du trou, mais bon, tranquille. Et ouais, oui, bon, et toi, Kevin, apparemment, vous avez stressé 17 minutes Voilà, dans le c'est ça. match? On a eu la petite discussion avec Robin aussi, où malheureusement, ou heureusement, je sais pas, enfin peut-être plus heureusement d'ailleurs, Oregon nous a habitués à tuer le match assez rapidement et on est tellement spoilé que quand le match est pas tué au bout d'un quart-temps, on serre les fesses. Donc alors que non, ça c'est clairement c'était pas le meilleur match d'Oregon, on va sûrement en parler un peu, mais c'était pas le match le plus stressant de l'année non plus, quoi. Bah, putain, qu'est-ce que j'aimerais, moi, juste stresser 17 minutes sur les matchs de UCF. Mais bon, malheureusement, la saison, notre saison chez les Knights est quasiment terminée. Bon, bah, on va pouvoir commencer avec le match de la semaine. Enfin, je sais pas, il y avait plusieurs matchs qui pouvaient prétendre à cette place-là, mais je pense que vous êtes d'accord pour dire que le LSU Alabama, quand même, faisait partie des très grosses affiches de la semaine. Donc, je propose qu'on commence par celui-là. Donc, avec le Roll Tide qui se déplaçait à Death Valley en Louisiane, à Bâton Rouge. Du coup, bah, Ryan, dis-nous un petit peu ce que tu as pensé de ce match avec, c'est vrai, moi je m'attendais pas à un tel écart entre les deux équipes, honnêtement. Comment t'expliquer? Moi, je m'attendais peut-être pas à un si gros écart, mais je m'attendais pas non plus à avoir le match de la semaine. T'as vu, tu l'as dit, hein, il y avait plusieurs matchs qui étaient sur le papier intéressants cette semaine. Donc, même si College Game Day est parti, parce que bah voilà, forcément, il y a la rivalité, on sait que c'est toujours des matchs chauds et il y a un petit peu de gros talent d'un côté et de l'autre, mais pour être très honnête, bah, je pense on l'a rapidement vu, hein. Ça a été le match de la semaine, le temps d'un quart-temps, et encore. Euh, qu'est-ce qu'il y a à en dire, bah, à part que Bama nous a roulé dessus, tout simplement. Bama qui est peut-être l'une des équipes de Bama les plus faibles de ces 5 dernières années, avec un changement de coach, un gros changement de coach, Nick Saban qui était d'ailleurs présent cette semaine à Bâton Rouge. Mais donc c'était, j'ai envie de te dire, on avait envie de voir enfin quelque chose. Parce que c'est vrai que sous les années Nick Saban, quand Bama venait à Bâton Rouge, on prenait souvent la fessée. Et malheureusement, bah, en fait, on est parti pour continuer encore quelques années apparemment, parce que vraiment, il n'y a eu aucune illusion, quoi. Ça a duré. Tu as vu, Kevin parlait de son match en disant qu'il y a eu 17 minutes de serrage de fesses. Nous, il n'y a même pas eu besoin de ça, tellement ça a été un espèce de gloubi-boulga d'erreurs individuelles, de brouillons schématiques, de play calling à chier, de mauvaises décisions prises par le coaching staff. En fait, il n'y a rien qui allait. Vraiment, c'était une soirée où il n'y a rien qui allait. Ça a commencé d'ailleurs en début de match, hein, avec, avec le gouverneur qui a voulu nous ramener un tigre dans le stade, chose que la plupart des fans ne voulaient pas. En plus de ça, c'est même pas la mascotte officielle, c'est-à-dire que c'était pas Mike the Tiger, mais c'était un tigre qui venait de Floride, le truc qui ressemblait à rien. Enfin bref, Il était pas bon d'être de Floride ce week-end d'ailleurs, hein, donc c'est ouais, peut-être bah pour ça. Hein. c'est peut-être pour ça.
les personnes qui ont envie de se trouver des excuses diront que c'est pour ça, mais non, mais en fait, il n'y avait rien à dire. En fait, on n'a même pas forcé Alabama à montrer son talent. C'est-à-dire qu'il y avait littéralement rien. Jalen Milroe, il courait comme s'il était en train de faire un flag avec ses petits cousins dans le jardin pendant un barbecue. Il finit à plus de yards à la course que de yards à la passe. Je crois qu'il a même plus de tentatives de course que de tentatives de passe. C'était un florilège de plaquages ratés. C'était de la merde. En fait, il n'y a rien à en tirer de ce match tellement c'était nul. Tu as les mêmes erreurs encore semaine après semaine. Moi, j'ai officiellement laissé tomber Joe Sloan en tant que corps de off. Ça marche pas. C'est pas un bon play caller. Brian Kelly fait toujours les mêmes erreurs. On avait 2 semaines pour se préparer à ce match. C'était nul à chier, bordel. Mais vraiment, c'était nul. On n'a même pas essayé de faire quelque chose, quoi. Il y a une stat qui était passée sur Milroe. Je crois qu'il est à 12 yards à la course en cumulé sur ses 2 derniers matchs, donc contre Vanderbilt et je ne sais plus, c'était quoi le match d'avant. Donc 12 yards en cumulé. Et contre nous, il finit à quasiment 200 yards à la course, je crois. Donc c'est sûrement le match de Tennessee, de défaite d'Alabama, sûrement. C'est possible, honnêtement. J'ai plus la news en vue, mais donc vraiment, il n'y a rien à en tirer. Nous, on a cramé nos chances dès le début de saison avec USC et après, je ne sais même plus c'est quel autre match qu'on a paumé, j'en sais rien. Texas A&M. Ouais, Texas A&M. Donc, c'était la dernière chance. Moi, j'avais très peu d'espoir. On est officiellement éliminé de la course au playoff, je pense. Et si c'est pas le cas, d'ailleurs, il va falloir qu'on se pose des vraies grosses questions sur le comité et certains choix qu'ils peuvent faire. Donc normalement, on est complètement éliminé de la course au playoff. C'est complètement mérité. J'ai défendu Brian Kelly à tort ou à raison, hein, mais j'attendais de voir son bilan entre guillemets final. L'objectif qui s'était fixé, c'était de participer au playoff ou en tout cas d'aller jouer un titre sous 3 ans. C'est de pire en pire. Année après année, c'est de plus en plus dégueulasse ce qu'on voit. Donc non, je suis désolé, les objectifs ils n'ont pas été remplis. Donc moi, l'expérience Brian Kelly, ça y est, j'arrive au bout. Malheureusement, on sait que ça n'arrivera pas à cause de son buyout qui est énorme et ça m'attriste. Mais bon, c'est comme ça, donc on va encore se le coltiner pendant un moment, mais ça y est, moi j'arrive au bout de l'expérimentation. C'était bien sympa, on a eu des grosses wins, on a eu un Iceman Trophy, c'était cool. Mais il s'agirait de soit se bouger le cul très rapidement et voir donc dès la saison prochaine quelque chose d'autre. Sinon, très rapidement, ouais, salut mon pote, merci, c'était bien, mais t'as pas les épaules pour. T'as pas les épaules pour et au final, ça donne un petit peu raison aux fans de Notre-Dame qui étaient contents de son départ. Donc je suis le premier à attrister, mais voilà, ça fait chier. Sinon, j'ai beaucoup parlé d'LSU, mais bravo à Bama, hein, tu es obligé de le reconnaître, c'était mieux coaché, il y a eu des meilleures décisions, il y a eu des meilleurs choix de coaching. Mais voilà, ce que je regrette, c'est qu'à aucun moment, en fait, on a essayé d'aller les piquer, d'aller essayer de faire quelque chose. C'était naze, il n'y avait pas de couilles dans le play calling, il n'y avait rien, on était lent, c'était mou, c'était du sloppy football. Donc ouais, non, assez abattu et finalement le match qui était censé être le match de la semaine qui finit un petit peu en autre boudin. Donc c'était un blowout, c'était pas intéressant et je pense que même pour les personnes extérieures, il y avait plus de match très très rapidement et il y avait rien d'intéressant, quoi. Donc voilà. Effectivement, ouais. Valentin ou Kevin, vas-y Valentin. Ouais, alors, je pense que ça sert strictement à rien de parler de la défense de LSU tellement il n'y a rien du tout. Maintenant, enfin, on peut quand même se poser question de où sont passés tous les joueurs talentueux qu'ont recrutés ces dernières années LSU. Est-ce que c'est un problème de coaching? Moi, rien ne le sait, j'ai jamais aimé Brian Kelly. On peut se poser des questions sur la progression de ces joueurs, mais bref, comme j'ai dit, je vais pas parler de la défense parce que de toute façon, il n'y a rien à en dire. Tu parlais de ton coordinateur offensif. Je trouve que la D-line de Bama et globalement à des moments le front seven a mis beaucoup de pression sur Garrett Nussmeier et il n'y avait pas de changement. Ça t'a envoyé des 4 verticales
sans essayer de donner une solution plus rapide à Gerd Nussmeier. Et il me semble que je pense que c'est sur ton compte que j'ai vu passer ça vite fait. Apparemment, il y aurait des gens qui se plaignent de Nussmeier du côté des fans de LSU. Moi, je comprends pas en quoi. Alors Ouais, là, énormément. Énormément. En fait, ce qui lui est reproché beaucoup, c'est que alors apparemment, d'après eux, encore une fois, mais tu connais mon avis sur la question, ça lui reproche de pas courir, d'avoir peur de courir, alors qu'on sait depuis le début que c'est un mec qui a une mentalité un peu plus de passeur, c'est un pistolero, il aime rester dans sa poche, il aime envoyer la boulette. Donc ça lui reproche ça lui reproche de pas encaisser de sac. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie, c'est ouais non, il a trop peur du sac, donc il préfère soit se débarrasser de la balle, mais il accepte pas de prendre le sac. Je pense que comme moi, tu as vu l'action où il y a un blitz en plein milieu sur un rush à 3 man et il essaye de roll out et en fait il se fait plaquer, ouais. il fumble la balle. Bah ça c'est la faute de Nussmeier pour ces gens-là. Ouais, d'accord. Et quand il fait la même chose et qu'il va chercher avec ses jambes Ah le non, first non, non, down, non, c'est de non, la chance. forcément, ouais, Non, d'accord. non, c'est de la chance. Mais Donc, et du coup, et vraiment moi le truc qui m'a le plus choqué, c'est vraiment ce que t'as quand même Anderson et Thomas qui ont cette possibilité de donner, même Lacey, de donner une vraie solution sur le jeu court ou intermédiaire. Et j'ai l'impression que ça a été jamais utilisé alors que bah vous preniez la pression sur l'intérieur de la O-line. Et moi j'ai trouvé ça assez chaud. Et pas forcément un problème pas la faute de Nussmeier, parce que il est obligé de laisser développer les routes, sauf que bah, il prenait la pression, donc forcément bah, il est obligé de sortir de sa poche ou de faire des erreurs ou des trucs comme ça. Mais mis à part son inter en red zone qui est pour lui, je vois pas d'erreur, tu vois, plus que ça sur le match en tout cas. Donc moi non, mais vraiment moi c'est je le suis. coordinateur offensif que j'ai un vrai problème avec lui. Ah, mais moi j'ai un vrai problème. C'est vraiment, j'ai un vrai problème. Depuis plusieurs matchs, j'étais conciliant parce que c'est sa première expérience de corps off et donc j'attendais de voir et je m'attendais à avoir des erreurs, tu vois, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça, il y a le délire de faire lancer. Alors souvent, je parle de Nussmeier comme d'un quarterback rookie, mais c'est dans le sens où c'est sa vraie première année de starter. Et le mec envoie en moyenne 45 à 50 passes par match. On sait que c'est pas possible. Et en plus, comme l'a dit Valentin, avec beaucoup de concepts verticaux, avec une offense en fait qui est faite pour un quarterback double menace, ce que n'est pas Nussmeier. En fait, c'est ça que ce coaching staff, je crois, n'arrive pas à comprendre. C'est que ouais, tu avais Jayden Daniels où bah, quand il n'y avait aucune solution, il avait cette capacité d'aller chercher beaucoup de yards avec ses jambes. C'est pas le cas de Nussmeier. Et en fait, l'offense n'a pas changé. La majorité des jeux de course qu'on a, c'est des jeux en read option, mais où on sait très bien que Nussmeier ne va pas garder le ballon. Donc mais c'est claqué, c'est claqué. Il n'y a pas de jeu au sol. C'est la première année où je vois aussi peu de jeu au sol. C'est merdique. On a une intérieur O-line qui est merdique. Et comme tu le dis, en fait, ça me fait mal parce que techniquement, sur le papier, le recrutement est bon. Et c'est pour ça que ça m'énerve quand j'entends il n'y a pas de talent à LSU, il faut recruter mieux que ça. On a une bonne classe de recrutement, bordel. On recrute bien depuis que Kelly est arrivé, en fait. Mais c'est juste que les joueurs ne se développent pas, ne se développent plus. Et malheureusement, bah, tu le vois, tu le payes. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, il y a aussi le cas Caden Durham, hein, Val. Bah, Qui... j'allais t'en parler parce que je vais faire un truc très bête, hein. Je vais prendre sa moyenne par portée, 7,9. Mais il a couru 8 fois. Ouais. Si tu veux pas que ta défense qui est nulle soit sur le terrain, tu fais quoi? Tu cours. Pourquoi il a pas couru plus? Mais c'est ça depuis le début de saison. C'est-à-dire que dès que Caden Durham touche le ballon, il se passe un truc. Le joueur, il est électrisant. C'est lui qui a nos plus gros plays à la course depuis le début de saison, alors que c'est qu'un freshman. La plupart du temps, il arrive à aller te chercher des plays de plus de 20 yards et beaucoup plus. Et en fait, derrière, le mec disparaît. Et en fait, mais tu ne le revois plus sur le terrain. Et je crois que c'est un de nos premiers drives qui est symptomatique de ça. C'est on galère à la course avec Josh Williams, je crois une ou deux fois, trois fois. Caden Durham prend la balle, il fait une course de 45 yards, il nous laisse dans les 5 yards de Bama, et le mec retouche plus un ballon. Si on envoie, je crois, 3 passes d'affilée ou un délire comme ça, et carrément, il est même plus sur le terrain. Donc, faut m'expliquer. Moi, c'est des trucs, c'est pas possible. C'est pas possible, et ça, tu peux me dire ce que tu veux, mais pour moi, ça retombe sur le coaching staff. Ouais, effectivement, il y a eu. C'est vrai que Kayen Durham, seulement 8 portées, c'est comme tu dis, Val, c'est dommage de pas l'avoir plus utilisé. Si Kevin, tu veux rajouter quelque chose éventuellement sur ce match-là.
Ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'est Durham, on en parle depuis quoi? Depuis le troisième match, à peu près, depuis que, comment il s'appelle, celui qui avait des problèmes extrascolaires, là, qui est revenu et qui s'est reblessé juste après. John Euh, Emery. ouais, depuis qu'il s'est blessé, il y a Durham qui émerge, et en fait, j'ai l'impression de voir la saison d'Oli Gordon, par exemple, tu vois. Un peu dans la production, utilisation, t'as des trucs qui te font te gratter la tête, tu te dis, mais attends, quand tu vois de quoi le gamin est capable et ce qu'il fait quand tu lui donnes le ballon, pourquoi tu pourquoi tu t'arrêtes? Après, la seule excuse que je vois là-dessus, c'est qu'LSU a été menée, je me demande si Bama marque pas sur ses 4 premiers drives ou quelque chose comme ça. Donc bon, sur ce match-là, tu te dis, il y a peut-être un facteur qui est un peu enfin qui mitige un peu ça, mais c'est vrai qu'il est quoi? Il est freshman en plus, non? Ouais, c'est un true Ouais, freshman. c'est potentiellement l'avenir de votre programme. Faudrait pas, tu vois, ça me ferait chier que vous faisiez n'importe quoi avec lui et que le gamin il a envie de transférer alors que il est parti pour être le prochain gros RB de LSU, tu vois, ça me ferait vraiment chier. Donc après, Après, bon, tu vois, après, le truc, c'est que tu disais, il y a peut-être des facteurs comme le fait que Bama mène vite au score, mais en fait, non, parce que c'est comme ça tout le temps. ah C'est oui. comme ça tout le temps, même Un sur les seul matchs match, où. un seul match où Caden Durham a plus de 20 portées. C'était contre Arkansas où il est à 101 yards. Sinon, il est autour des 10 portées par match à peu près. C'est ça. Et le plus gênant, Max, c'est que c'est pas seulement 10 portées, c'est que vraiment, il va prendre genre 5 portées dans le premier quart, puis en fait, ne plus être utilisé jusqu'au quatrième quart. Donc, moi, c'est pour ça, je vous dis, moi, je suis dépité. Et là, clairement, la fin de saison, je vais la regarder d'un œil, mais pas grand intérêt. Après pour le reste du match, c'est vrai on en avait parlé dans le 1-2-6, que le match-up, ça allait être la défense enfin, la capacité de la défense de LSU à contenir Jalen Milroe au sol, ce qui n'avait pas été le cas sur Sellers contre South Carolina. Bah, on avait vu malheureusement juste pour LSU, c'est très clairement. Et moi c'est ça qui m'embête, c'est que tu as du mal contre Sellers et t'as pas de game plan défensif qui est fait parce que tu te doutes que Milroe, enfin, t'as n'importe quel coach offensif qui voit ta défense douiller comme ça contre Sellers, tu te doutes qu'ils vont appuyer sur la course de Milroe. Donc je crois qu'il est à quoi? Il est à 50 yards de moyenne par course, Milroe, sur le match ou un truc comme ça. Il a 15 yards. 15 yards par 15 course. yards. Ah, Il c'était fait 50, 12, pas 50. Ok, ok. Mais 12 portées pour 185 yards ouais, et 4 c'est touchdowns, dont un touchdown de 72 yards. ouais, Je crois que c'est donc sur les touchdowns peut-être qu'il est à 50 yards de ouais, moyenne. c'est peut-être sur l'été. Ouais. Mais donc du coup, à voir, la LSU, ils sont à 6-3, comme disait Ryan, la course au playoff, c'est un peu mort parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même potentiellement une équipe déjà qui est en une SEC en 10-2 qui risque de passer à la trappe. Alors LSU, même si win out et qu'ils finissent en 9-3, c'est vrai que ça paraît un peu mort. C'est mort aussi potentiellement pour la SEC Championship, je pense. Donc faut qu'ils trouvent, parce que ce qui m'embête, c'est qu'LSU a toujours le personnel en défense. Comme on disait, c'est là ils ont la meilleure paire de tackle du pays. Ils ont un bon running back freshman. Ils ont Lacey, ils ont Nussmeier qui montre aussi qu'il est capable de bonnes choses. Et même si Perkins se blesse, en fait, moi, ça m'embête de voir une défense de LSU poreuse et ne pas avoir de vraie amélioration après le départ de Matt House. Ah, après, tu vois, le délire, c'est que je rebondis juste là-dessus, hein, Kev, mais pour moi, c'est faux de dire qu'il n'y a pas eu une amélioration par rapport à Matao, Non, c'est mais complètement oui, il y a eu une faux. amélioration, Et mais même sur ce match, on s'en prend plein la gueule défensivement, mais en fait, le problème, le vrai souci, c'est que, bah, je te l'ai dit, on en avait parlé un petit peu. Là, pour l'instant, la défense, elle est à un point où, en fait, Baker n'a pas encore eu le temps de faire réellement son recrutement. Il lui manque encore des pièces importantes pour son système. Et la défense n'est pas bonne. Elle se prend beaucoup de big plays, mais par séquence, par match, elle est capable de te faire des choses. Et ça a été aussi le cas en première mi-temps contre Bama. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps, les mecs ont lâché, tu vois. Mais il y a eu 2-3 drives comme ça où on a su faire la différence, où on a su faire quelque chose, tu vois. mm. Mais où en fait, derrière, ton attaque fait rien. Ton attaque rend le ballon très rapidement. Et en fait, bah, tu connais, hein, tu sais comment ça se passe dans le football. Au bout d'un moment, petit à petit, ta défense lâche. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que même les moments où on réussit à stopper Bama et à faire des bonnes choses, derrière, ton offense ne capitalise pas. Et donc, en fait, tu n'arrives jamais à raccrocher ce wagon. Et donc, les mecs en face, petit à petit, les points, ils s'accumulent, ils s'accumulent, ils s'accumulent. Et ouais, donc à la fin, tu passes pour une équipe de merde, quoi. Et même si, oui, effectivement, il y a un vrai problème avec les quarterbacks coureurs, hein, ça a été le cas avec Lanoris Sellers,
Ça a été le cas avec Marcel Reed. À partir du moment où c'est lui qui rentre avec Texas A&M, l'équipe s'est fait ouvrir le cul. On n'arrive même pas à arrêter une read option. Donc, ouais, forcément, c'est compliqué. Et en même temps, ça me permet de. Je sais qu'il n'y a aucun Américain qui nous écoute, mais ça me fait beaucoup rire. Et là, au moins, ils y voient que non, la défense ne sera pas meilleure sans Harold Perkins. Je pense que sur un match comme ça, Perkins aurait pu faire énormément de bien, ne serait-ce qu'en étant mis en QB spy sur un Jalen Milroe. C'est quand même scandaleux de réussir à sortir cette phrase que la défense va être meilleure sans Jalen Perkins. Il y en a qui l'avaient sorti, c'est vrai que ça a été dit. Ouais. Tu l'avais relevé, Ryan, que ça avait été dit. En tout cas, si on a fait le tour sur ce match-là, quelques stats. C'était quand même la première défaite de Brian Kelly à domicile. Il avait remporté ses 13 premiers matchs en autant de matchs quand ça jouait à domicile pour Brian Kelly. 3 turnovers pour Nussmeier qui, sur les 5 derniers matchs, a plus de turnovers que de touchdowns. Pour toi, c'est quand même plus la faute au QB play, Ryan, quand même, dans ce que tu disais. Pour moi, le coaching y est pour beaucoup, plus qu'au QB play. Après, moi, je l'avais encore une fois, c'est quelque chose que j'avais annoncé. Tout le monde commençait à parler de Nussmeier, premier QB de la draft et tout. Je leur ai dit, les gars, il faut encore du temps. Il a encore des erreurs dans ses lectures, dans ses prises de décision. Moi, je le savais déjà depuis des années qu'avec sa mentalité pistolero un peu, j'avais fait un petit parallèle avec, par exemple, un mec comme Jameis Winston, où en fait le mec va balancer, et même s'il se fait pique 3 fois, le mec va continuer à balancer. C'est sa mentalité, il est comme ça. Et c'est un travail mental à faire en tant que fan de te dire que quand tu as un QB comme ça, ouais, tu vas avoir des inters qui parfois vont être dégueulasses. Ça fait partie du jeu, tu vois. Mais non, il n'est pas prêt. Donc c'est normal de voir ces erreurs-là quand tu lui demandes d'envoyer 50 patates par match. Et ça derrière une ligne offensive qui, comme l'a dit Kevin, a 2 très très bons tackles. Mais une intérieur O-line qui est mais vraiment merdique. Vraiment merdique. C'est catastrophique. Et pour terminer, donc sur l'autre quarterback de ce match, donc Jalen Milroe, qu'il faut quand même féliciter pour son match, 4 touchdowns à la course. Il bat le record de touchdowns à la course pour un quarterback sur une saison à Alabama, puisqu'il est actuellement à 16 touchdowns. Et il a aussi dépassé son nombre de yards à la course par rapport à l'année dernière. Il est déjà à 580. Il avait déjà marqué 4 touchdowns à la course l'année dernière contre LSU. Donc c'est vrai qu'un an après, LSU se refait avoir un peu par le même joueur et sur le même à la course à nouveau. Donc c'est vrai que ça peut rajouter à la frustration pour les supporters de LSU. On va passer aux upsets de la semaine, puisqu'il y a eu des gros upsets, et on va commencer par le plus gros upset, en tout cas l'upset du mieux classé, avec donc la victoire de Ole Miss, 16e à l'IPPOL, au College Football Playoff, qui a battu donc Georgia, qui était le numéro 3. Val, j'imagine que la saison est relancée après cette victoire contre Georgia, ou encore un petit peu de prudence de ton côté? Ah bah non, on a battu Georgia. Moi, c'était pour moi le seul match qu'on pouvait potentiellement perdre dans la saison avant que celle-ci ne commence. Donc, et puis là, actuellement, ils étaient classés 2 ou 3, je sais plus. 3, je crois. Ils étaient Donc, troisième, ouais. donc non, bah clairement, on relance la course au playoff. Maintenant, il ne faudra plus perdre, mais ouais, non, on s'est relancé et d'une plutôt belle manière. Et moi, franchement, avant que le match commence, j'étais pas forcément ultra serein puisqu'il pleuvait. Et il a plu dans le sud des États-Unis, mais il pleuvait un petit peu moins que lors du match de LSU quand le nôtre a commencé, mais il pleuvait un petit peu. Donc je dis, bah, pour notre jeu à la passe, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va devoir courir, sauf que notre intérieur O-line à nous aussi est immonde. Donc moi, j'étais pas super serein et surtout, bah, vu comment le match a commencé, c'était franchement la pire entame de match possible pour nous. Parce qu'on se fait intercepter sur le premier drive et en plus de ça, Jackson Dart se blesse juste avant le jeu de l'interception et derrière Georgia marque. Mais on a eu et je pense que dès le deuxième drive, en fait, on a eu ce qui nous a fait gagner notre match, un super drive du freshman Austin Simmons euh, qui nous emmène au TD. Je crois que c'est Ulysses Bentley qui marque le TD à la fin à la course. Il fait vraiment un drive assez solide. On l'avait déjà vu une ou deux fois dans la saison. C'est un gars qui a l'air vraiment bon passeur, mais je sais pas si vous vous rappelez, c'est un mec qui est assez jeune. Je crois qu'il est arrivé chez nous à 16 ans.
Donc là, je crois qu'il doit avoir 18 piges, un truc comme ça. Donc ça va être très intéressant pour le futur. Et bah, il nous sauve clairement, il nous fait recoller à 7-7 avant que Dart revienne dans le match sur le drive d'après. Et bah écoute, ça n'a pas été un match avec beaucoup de spectacle, mais notre défense a fait un énorme boulot et je pense que le spectacle était plutôt du côté de notre D-line, notamment bah, avec la clique Jared Ivey, Walter Nolan, même s'il a été un petit peu plus discret parce que beaucoup de double coverage, double team sur lui. JJ Pegues et Princely Oumanielen, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai pas le nom sous les yeux, je vais pas y arriver avec lui. C'est Ouais, c'est ça, Ouman Princely Mielen, Oumanielen. ouais. Tu l'as bien dit. Voilà. Ouais, bravo, félicitations. Et du coup, ouais, on marque. Caden Davis aussi, hein, le kicker qui a été. Ouais, il nous a mis un 53 yards. 53 yards, ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, en fait, je crois on fait 1, 2, 3 drives offensifs avec un field goal, avec des field goals, pendant que derrière, pendant que de l'autre côté, ça punt. Et en fait, on finit la mi-temps à 16-7. Donc, on sait que Georgia font des très bonnes deuxièmes mi-temps. Généralement, il y a de très bons ajustements au niveau du coaching staff. Et je me disais, ça peut être un peu léger. Et finalement, bah, la deuxième mi-temps, pardon, commence. Georgia marque un field goal. Nous, on marque un TD, mais surtout, on arrive à faire un fumble sur le running back de Georgia. Et le drive d'après, on arrive à intercepter. Donc, en fait, c'est vraiment là qu'on arrive à créer un turnover, je pense, dans la tête de l'attaque de Georgia, parce qu'on sait que bah, Carson Beck, là, depuis quelques semaines, c'est très compliqué pour lui. Et au moment Ouais, on va y de revenir. l'Inter, ouais, au moment bah, du fumble et sur le drive d'après de l'Inter, là, on a mis un gros coup derrière la tête à Georgia. Alors, je vais pas vous mentir, moi, là, à ce moment-là, je dormais d'un œil et demi. Donc, je me réveille de temps en temps pour voir le score. Donc, j'ai pas tous les jeux, etc. J'ai regardé après les highlights, machin. Donc, je sais un peu les gros moments importants, mais j'ai pas vu le fond. Mais on tient jusqu'à la fin du match encore avec un autre fumble avant de marquer un field goal. Donc, vraiment, c'est notre défense, clairement, qui nous fait gagner le match. En attaque, on fait pas d'erreur. On fait rien d'exceptionnel. Vraiment, en fait, il y a rien d'autre à dire. C'est notre défense qui fait tout le taf. Et voilà. Et après, bah, envahissement de terrain à la fin du match, quelques minutes avant, avant la fin du match, enfin quelques secondes, pardon. Ouais. Et Les goalposts. les goalposts, les deux, ils sont partis dans Oxford. De ce que j'ai vu, ils ont pris la University Avenue avant d'aller au Square. Genre, ils ont fini dans un bar qui s'appelle le Tango. Ils ont fini à Courthouse, qui est dans le Square, enfin c'est la place principale de la ville, de la petite ville. Et voilà quoi. Enfin, même la police a laissé faire. Enfin, c'était. Et j'avais pas mal de gens que je connais qui étaient là-bas et ça avait l'air assez fou. Donc, une très très belle soirée pour les fans de Ole Miss. Quelques chiffres et après je vous poserai une question. Déjà, c'est la deuxième victoire de l'histoire d'Ole Miss contre une équipe classée top 2 à l'APpoll. Je parle bien d'APpoll. Et la deuxième victoire en 3 matchs pour Lane Kiffin contre Georgia. Du côté de Georgia, ça va plutôt mal. Hein. 11 turnovers sur les 4 derniers matchs et seulement 245 yards samedi. C'est leur plus petit total depuis 2017. Et c'est donc la première défaite de Georgia contre une équipe autre qu'Alabama depuis 2020. Est-ce que vous savez qui était l'équipe qui avait battu Georgia à l'époque en 2020? Est-ce que vous vous en rappelez de cette équipe En 2020. En 2020, la dernière équipe autre que Alabama à avoir battu Georgia. C'était pas un truc genre Georgia State ou un bail comme ça? Non. C'était pas une équipe de SEC? Si, c'était une équipe de SEC qui. C'est Vandy, non? Non. Non, Vandy gagnait pas. Non, et en c'était plus, les Gators. C'était les Gators, effectivement. Florida, Ouais, de Kyle Trask, Kyle Pitts, Ah oui. Kadarius Toney.
Ça peut pas être Vandy parce que ce match-là avait été annulé cette année. Je sais plus ce qui s'est passé. Donc ça fait 52 matchs, une série de 52 matchs qui s'arrêtent pour Georgia. Donc aussi pour noter la performance d'Ole Miss. Effectivement, 245 yards, donc grosse performance de la défense d'Ole Miss. Du côté de Carson Beck, on commence quand même un petit peu à se poser des questions. C'est le 4e match de suite avec au moins une interception. Et il a fumble en plus en fin de match, donc il a 2 turnovers pour lui à ce match. Est-ce que il y a un problème Carson Beck à Georgia ou c'est plus large que ça du côté des Bulldogs? Est-ce que Bah oui, il y a un problème. Il gère très mal la pression. Et c'est clairement, nous, ce qu'on a fait, tu vois, sur tout le match, c'est lui mettre la pression dessus pour le forcer à faire des turnovers. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas mentalement à reprendre le pas sur ça parce que c'est un quarterback talentueux qui est capable de vraiment de big play, enfin de tout ce qu'on attend d'un quarterback de D1 et surtout à UGA. Mais dès qu'il est sous pression, le mec craque et il n'arrive pas mentalement à prendre le dessus. Il y a pas à chercher plus loin que ça. Il fait des erreurs de lecture qu'il ne fait pas quand il n'est pas sous pression, qu'il ne faisait pas quand, entre guillemets, tout allait bien, donc genre l'année dernière ou quoi. Moi, en fait, je me demandais si déjà ils allaient pas faire un petit changement de quarterback. Je pense qu'ils ont pas voulu parce que c'était contre Ole Miss. Ça aurait été une autre équipe. Potentiellement, ils l'auraient fait, mais je pensais peut-être voir un autre QB, genre Rashada, peut-être prendre la place de Beck, mais ça veut aussi dire le désavouer. Et on parlait de Carson Beck comme un potentiel QB de premier tour, voire potentiel first pick, potentiel S-man, enfin tout ce qui va avec en début de saison. Et ça, c'est l'énième problème des équipes qui font un peu trop de politique sur les QB, c'est que à mon avis, bah ils vont pas le bench, parce que sinon ça veut aussi dire bah adieu pour ton stock de draft pour l'année prochaine. Donc, enfin pour la draft prochaine. Donc ouais, je sais pas, mais effectivement, hein, il y a un problème. Il y a un problème Beck, mais aussi un problème de receveur parce que c'est pas extraordinaire au Ouais, niveau des receveurs. c'est un point que je voulais aussi aborder. C'est vrai que je trouve qu'il est pas cette année, il est pas entouré par des receveurs. Enfin, ça me fait pas rêver hein, la line-up de receveurs du côté de Georgia cette année. Ah, mais Donc, c'est le changement, c'est le changement de génération, tout simplement. Ça arrive à beaucoup d'équipes quand il y a quand tu as une exode des talents à cause de la draft ou autre. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas déconner non plus. Ça reste des. Tu vois, on le disait l'année dernière pour Milroe et le changement de talent en termes de skill position à Bama. Mais au bout d'un moment, merde, ça reste pour la plupart des 5 étoiles et des 4 étoiles. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bien beau, mais si pour briller, tu es obligé d'être entouré de 5 étoiles et de playmakers, bah, c'est que bah, t'es pas that guy, tu vois. Et je suis le premier à être déçu hein, de ça et de Carson Beck et d'ailleurs même des QB de Georgia dans l'ensemble parce que j'oublie pas un mec, Brock Vandagriff, que moi personnellement lors du Spring Game j'avais trouvé pas mal de potentiel et tout et mais qui lui aussi a explosé en vol. C'est là tu le regardes, tu te demandes si le mec peut être QB en D1, tu vois. Mais là clairement sur ce match, moi je suis désolé, Carson Beck, il y a des trucs où tu vois Val, tu disais il y a beaucoup de politique et tout. Je suis désolé, là je suis coach, moi j'en ai rien à foutre de la politique parce que quand tu viens je crois que c'est dans le troisième carton, il fait un fumble dégueulasse et tu le vois en fait sur le banc en train de se taper une barre. Bah gros, mon gars, si tu joues pas le jeu, pourquoi moi je vais jouer le jeu avec toi, tu vois? T'es là, t'es dégueulasse, t'es derrière au score contre Ole Miss alors que t'es censé être le favori, tu fais que des turnovers et là tu viens d'en faire un, t'es sur le banc en train de te taper une barre avec un de tes coéquipiers, bah va te faire foutre gros. Pourquoi moi je vais faire cette démarche là de entre guillemets pas t'enterrer. Tu joues pas, tu sais, tu joues pas le jeu, tu vois. Mais clairement, je suis d'accord avec Val quand il dit que pour moi c'est mental et qu'il y a un souci à Georgia, c'est que là cette saison leur fait beaucoup de mal. Il y a les défaites, il y a le fait que les matchs soient accrochés et ça commence à se voir de par les turnovers de Beck, de par la prestation de certains joueurs, les turnovers également là de leur running back titulaire. Je crois il fait 2 fumbles sur 2 séries d'affilée. Donc ouais, clairement là il y a un souci mental à Georgia et tu le vois que même Kirby Smart, malheureusement là pour l'instant il n'a pas trouvé la solution quoi. ouais, on se souvient notamment la victoire d'un seul point contre Kentucky en début de saison aussi. Je crois contre Mississippi State, mine de rien, ils encaissent 31 points.
C'est vrai que du côté de Georgia, mais je poserai la question derrière parce que ça va concerner aussi une autre équipe sur comment vous voyez la suite de la saison de Georgia, mais on va laisser ça. Si Kevin, tu veux ajouter quelque chose sur ce match-là? Non, à part le fait que j'étais extrêmement déçu par Georgia. Je pensais qu'ils avaient que même si Beck a des difficultés, je pensais qu'ils avaient le reste pour compenser. En soi, ils prennent pas tant de points que ça, tu vois. Tu dis, Ole Miss, ils viennent de claquer 63 points à Arkansas. T'en prends que 28, mais t'en mets que 10, quoi. Et Beck, encore une fois, moi, personnellement, je comprenais pas la hype, enfin, qu'il y ait autant de hype, on va dire ça comme ça, sur lui en début de saison. Du coup, je comprends un peu mieux maintenant. Mais non, non, moi, j'ai pas vraiment été sold sur lui sur le début de l'année, je le suis pas non plus. Par contre, comme disait Val, effectivement, l'entrée d'Austin Simon, j'ai bien aimé. Le QB qui a remplacé Dart là pendant qu'il est retourné au vestiaire. Donc c'est cool pour Ole Miss, en sachant que Dart partira à la draft cette année. C'est bien, ça montre il y aura un peu de continuité derrière, même si forcément c'est qu'un freshman, donc derrière il y a tout l'apprentissage qu'il y a. Mais c'est cool parce qu'il a montré des bonnes choses, je trouve. Et juste, je rajouterais ce que tu disais, on n'a pas marqué beaucoup de points parce qu'on était aussi centré à Harris pour le 2 ou 3e match de suite. Et par contre, je pense que ce que tu disais, ils ont marqué que 10 points, mais notre défense, c'est potentiellement la meilleure en SEC, hein. On prend très peu de points. Il y a que Arkansas où on prend 31 points, mais parce que le match était plié et qu'on a fait jouer les remplaçants. Mais sinon, à part LSU, on prend 29 points. Le reste, on prend pas beaucoup de points. Donc, en soi, franchement, que tu me dis que Georgia marque 17 points max contre nous, franchement, moi, je suis pas choqué, hein. Vraiment, Non, je suis pas c'est choqué. surtout que 10 en fait. C'est en gros, c'est-à-dire que t'as pas, il marque un TD sur le premier carton, t'as pas un TD sur les 3 derniers cartons. Et après, je l'avais dit dans le 1-2-6 aussi, hein, je sais que vous avez un bon front et tout, c'est vraiment pas mal ce que vous proposez et tout, mais je sais pas, je pense que Georgia, il y a trop de talent intrinsèque dans l'équipe pour que même contre la défense d'Ole Miss, tu puisses marquer plus de 10 points, Ah quoi. bah, Et là, par contre, logiquement, il y je a pense plus qu'on de aura mal talent que joué. nous. Mm. Ça, c'est sûr, hein, mais ils ont pas les forces que, par exemple, tu vois, avait LSU, c'est-à-dire un jeu aérien plus fort que Georgia, capable de nous attaquer sur nos faiblesses. Bah, eux, ils l'avaient pas. Ils avaient en gros le jeu à la course. Et bah, contre nous, malheureusement, cette année, ça marche pas. Donc, ouais, bah, tant mieux pour nous, quoi. Et enfin, une victoire signature pour Lane Kiffin aussi, hein. Que ça, faut pas l'oublier. C'était pas loin d'être assez. Ça commençait à être frauduleux, bah, surtout à cause de cette année et de nos 2 défaites. Mais du coup, bah, il vient. Je pense qu'il y aura plus de discussion dans la fanbase pour dire ouais, est-ce qu'il doit dégager ou pas. Mais ouais, voilà. Et une fin de saison qui se profile où ça semble quand même être, ça sent bon quand même pour Ole Miss avec un déplacement à Florida et la réception de Mississippi State. Donc on peut tout Ouais. à fait se dire que ça va finir en 10-2 et peut-être aller en finale de ACC, même s'il y a toujours une défaite de retard sur le trio de tête. Mais tout est possible pour Ole Miss. En tout cas, les playoffs, ça s'ouvre hein, avec cette victoire contre Georgia. Il y a un autre upset cette fois-ci avec Georgia Tech qui recevait les Hurricanes de Miami, la 4e meilleure équipe du pays, avec des gros guillemets, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour des Hurricanes cette saison. Et bien, Georgia Tech a battu Miami 28-23. Première défaite de la saison donc, pour les Hurricanes. Et donc, il ne reste plus qu'Oregon et Indiana en équipe invaincue, parce que je paye en G5, tout le monde a perdu. Et Army aussi. Et Army en G5. Donc victoire de Georgia Tech contre Miami avec notamment du double QB du côté des Yellow Jackets avec Haynes King, le quarterback titulaire qui était en game time decision avant ce match.
Le coach d'ailleurs, Brent Kay avait dit après le match qu'il pensait encore le vendredi ne pas pouvoir le faire jouer, mais que Heinz King lui a dit qu'il n'aurait raté ce match pour rien au monde et qu'il allait se donner. Et ben on peut dire que le quarterback s'est donné. L'utilisation d'Heinz King a été plutôt sur la course avec 20 portées pour 93 yards et un touchdown. Il a aussi lancé 6 fois, 6 sur 6 et 32 yards et également un touchdown à la passe. Et puis Aaron Philo, lui a essentiellement joué à la passe quand il est rentré, 5 sur 10, 67 yards et un touchdown du côté de Georgia Tech, donc qui l'emporte face à Miami dans un match où ils ont quand même pris les devants durant le deuxième quart-temps avec un super touchdown avec un touchdown de Haynes Kings au début, donc un touchdown de Jamal Haynes au début qui lance bien la rencontre pour Georgia Tech, et puis après c'est Aaron Philo qui rentre pour faire ce jeu de passe, et puis Haynes King qui termine. Et du coup du côté de Miami, on a vraiment eu énormément de mal à développer l'attaque, avec notamment 3 stops au 4e down et le fumble final de Cam Ward. On va revenir sur cette action-là parce qu'elle est quand même symptomatique de pas mal de choses. Je sais pas si vous avez vu un peu le match ou vu le replay. Moi, j'ai regardé le replay et c'est vrai que on est sur la fin de match. Il y a seulement 3 défenseurs de Georgia Tech qui rush sur Ward. Et son O-line est complètement à la rue. Les mecs ont un mal fou à contenir les 3 gars. Et Ward, lui, est dans sa poche et tient le ballon à une main. Se fait plaquer et fumble. Et il a été notamment critiqué par son coach Cristobal pour son attitude dans la poche. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, Miami a un petit peu pris ce qu'ils auraient dû prendre lors des matchs précédents? Honnêtement, je sais pas. Et ça leur pendait au nez depuis un petit moment. Et on en avait parlé un petit peu, mais on disait que effectivement, avec le talent que tu as dans l'équipe, tu peux te permettre, tu vois, d'être en pilote automatique. Le problème, c'est que justement, sur les derniers matchs, on voyait que ça commençait à devenir de plus en plus compliqué. Et malheureusement, le coaching a pas suivi, le coaching a pas récupéré. C'est dans ces moments-là où justement, il faut être capable de faire des choix. Et c'est pour ça que ça me fait marrer, hein, comme tu dis, que Cristobal ouvre sa grosse gorge maintenant. Parce que frérot, tu es le principal responsable de tout ça. Au bout d'un moment, c'est toi le coach de l'équipe. Et on le sait, connaissant le bonhomme, que pour le coup, lui là, il s'est bien gardé de dire quelque chose tant que son équipe est gagnée. Je trouve ça un petit peu fort de café, tu vois, de te permettre maintenant d'ouvrir ta bouche sur Cam Ward quand on sait que depuis le début de saison, il tient un petit peu la baraque de l'offense et il a posé un petit peu l'offense sur son dos. Je trouve ça facile et petit, mais en fait, venant de Cristobal, ça m'étonne pas. Maintenant, je pense que jeter ton QB sous les roues du bus, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, d'autant plus que la saison de Miami est pas morte pour autant, surtout dans une ACC que personnellement je trouve assez faible. Donc j'attends de voir la suite de la saison de Miami. Après, je vais pas te mentir, et désolé Mathieu, donc le CM de Hurricanes France, si tu nous écoutes, hein, mais je t'avoue qu'au moment du coup de sifflet final, j'ai tapé une barre. Quand j'ai vu que Miami avait encore réussi à choke, avait encore trouvé le moyen de choke malgré tout le talent qu'ils ont dans l'équipe, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Bah, derrière, le karma, il s'est occupé de moi, hein, mais voilà. Je trouvais juste ça marrant. Pour revenir sur la déclaration totale de Cristobal, il dit bien que lui aussi a sa responsabilité dans la défaite, mais encore heureux. heureusement, voilà, il faut mettre quand même tout dans son contexte. Disent, ouais, moi, j'y suis pour rien. Par contre, Cam Ward, c'est un enculé. Mais c'est vrai qu'il a dit que tu dois, you've got to be a grown man. Tu dois agir en tant qu'adulte et tu dois mériter you own to own it, donc mériter cela. Donc c'est vrai qu'il a balancé quand même une petite pique et c'est vrai que c'est un peu malvenu. C'est vrai que, comme tu dis, sur le coaching notamment durant le match où Miami a paru un peu sans solution en attaque. Et puis bravo à Georgia Tech, mine de rien. Ouais, ça fait 2 ans d'affilée qu'ils les battent. Hein. Et c'est le deuxième upset. C'est le deuxième upset de la saison pour Georgia Tech après celui contre Florida State en début de saison, même si maintenant on peut se dire que c'était pas vraiment un upset. Mais c'est très bien coaché Georgia Tech. Moi, je pense qu'ils ont le game plan parfait.
C'est game plan parfait. Ils ont vraiment boosté la possession du ballon pour essayer d'éviter d'avoir Cam Ward sur le terrain. Maintenant, on sait que la défense de Miami a des gros trous, principalement au niveau des linebackers. Et si tu regardes vraiment, si tu te concentres que sur la fin du match, Georgia Tech avance avec des big plays à ces niveaux-là, en jouant derrière les linebackers. Donc, il n'y a pas beaucoup de talent, Georgia Tech, mais c'est très bien coaché. Et bah, ça réussit à faire des coups comme ils l'ont fait samedi. Il y a rien à dire. Maintenant, Cristobal, pour moi, c'est une fraude. Quand Cam Ward sera pas là l'année prochaine, qui sera pas là pour porter, comme tu as dit, Ryan, l'équipe sur son dos, bah, on verra ce qu'ils vont faire. Mais c'est très très frauduleux. Ça a des running backs de talent, ça en avait encore l'année dernière, mais ça c'est incapable de courir. La défense, on va pas me dire qu'avec le talent qu'il y a en Floride, avec les classes de recrutement qu'ils ont, c'est normal qu'ils se prennent autant de points à chaque match. Donc moi j'ai Mm. juste hâte de l'année prochaine. C'est le 5e match où Miami encaisse 28 points ou plus. C'est la première fois que ça arrive à une équipe du top 10. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de Miami quand il était classé, de prendre autant de points par match. Donc Ouais, c'est sûr que donc ça va leur coûter cher s'ils vont en playoff. C'est tu vois, certain. moi, j'avais la défense de Syracuse à la fin en tant que vrai test pour eux au niveau de l'attaque. Maintenant, bah, Georgia Tech a fait le taf, ce que j'aurais pas non plus prédit, mais il y avait une possibilité. Bah, écoute, moi je trouve ça normal entre guillemets en vue de la saison de Miami qui tenait des fois à un fil, notamment contre Vitech qui est California ou même Louisville. Voilà, c'est frauduleux. Kevin, Enfin, est-ce que ça sera frauduleux l'année prochaine. Pardon. Ah bah là, je pense qu'il il regrettera Cam Ward. Ouais, non, la défense de Miami, de toute façon, n'était pas seule dessus. Ils ont pris des petits tarifs quand même au cours de l'année. Et Ward, pareil, on en a parlé. Il est là sur tout ce qui est RPO, c'est pas mal, mais il y a des moments où ça se transforme trop en hero ball et c'est pas viable en fait. Et sur ce match-là, j'ai pas trouvé Miami. Tu vois, t'as toutes les équipes qui ont un down gain comme ça dans l'année. Malheureusement, Miami, ils en ont eu plusieurs dans l'année. Ils ont été bailed out moi je vais le dire très clairement, par leur conférence. Maintenant, ça enlève rien non plus à ce que G-Tech a fait. Comme l'a dit Val, c'est très très bien coaché. J'ai adoré l'utilisation de Aaron Philo et surtout, je trouve qu'il fait un très très bon match. Alors statistiquement, c'est 5 sur 10, 67 yards, 1 TD. Sur la deuxième mi-temps, c'était souvent Heinz King qui soit faisait du end-off, soit courait lui-même sur pas mal de jeux d'options en premier, deuxième down. Et dès que le troisième down était trop long, bah, ça faisait rentrer Philo et il complète deux ou trois beaux troisième down quand même qui étaient du troisième et long. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait avec lui. Et ouais, 48 courses, 271 yards, c'est vraiment pas mal quoi. Je trouve qu'ils ont fait un bon taf. Ils leur ont fait extrêmement mal sur les jet sweeps. C'est d'ailleurs avec ça plus ou moins qu'ils clôturent le match. Donc moi j'ai bien aimé le match de JTech. Comme on disait, ils étaient un peu sur une trajectoire qui était pas folle après leur bon début de saison. Mais je suis content de voir qu'ils ont été capables de remonter la pente et de faire un si bon match contre Miami. En plus, ils viennent chercher une ball eligibility puisqu'ils sont à 6-4. Donc c'est cool pour eux parce ils ont une fin de calendrier contre NC State et Georgia qui est pas les plus faciles. Donc c'est cool pour eux, c'est cool pour eux. Et puis à Miami, voir de toute façon, je pense qu'ils sont encore deuxième de ACC si je dis pas de bêtises. Donc Alors c'est juste actuellement, ils sont 3e, mais ils ont un match de moins par rapport voilà. à Clemson. Voilà, donc Clemson s'est remis en course finalement malgré leur défaite. Donc je pense qu'il y a que ces trois équipes qui sont en course pour le ACC Championship. Donc SMU, Clemson et Miami. À voir. Miami, de toute façon, s'ils veulent aller en playoff, il faut qu'ils win out. Le comité mettra pas une équipe de ACC avec 2 défaites, très clairement. Donc ils sont obligés de win out. Maintenant, à voir comment ils remontent la pente.
Comment ils remontent la pente? Bon, on va en parler un peu, c'est ma petite question. Du coup, Georgia et les Hurricanes, donc Miami et Georgia étaient dans le top 4 du premier comité. C'est la troisième fois de l'histoire du College Football Playoff que deux équipes du top 4 perdent après la sortie du premier classement. C'était Penn State et Alabama en 2019, Tennessee et Clemson en 2022. Les quatre équipes que je viens de citer ne sont pas allées en playoff derrière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Georgia et Miami, sachant que Georgia se déplace à Tennessee, reçoit UMass et reçoit Georgia Tech. Et du côté de Miami, on reçoit Wake Forest et on se déplace à Syracuse. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour une qualification en playoff pour ces deux équipes? Bah, Miami, en sachant que déjà qu'ils jouent Wake Forest, c'est une win. Maintenant, Syracuse, ça peut être un petit peu bourbier. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour eux? Je pense pas, parce que s'il reste à une défaite, ça passera. Et Georgia, pareil, t'as que le match contre Tennessee qui peut être un peu piège. Après, t'as dit, c'était qui les deux autres matchs? C'était Georgia UMass Tech? et, UMass et Georgia Tech. Ouais, bah, après, moi, je sais pas comment ils vont faire. Là, c'est tellement compliqué. En SEC, on s'est tellement tous battus les uns les autres que c'est un peu le bazar. Je t'avoue, j'ai pas trop jeté un œil dessus. Mais je pense que ça passera pour les playoffs, hein. S'ils gagnent leurs 3 matchs suivants. Moi, je suis un peu plus inquiet pour Georgia que pour Miami, avec le déplacement à Tennessee, donc on verra. Parce qu'à 3 défaites, Georgia, je pense que ça ne sera pas repêché par le comité. Non, parce que je pense Euh, qu'il y aura trop d'équipes de SEC ouais. qui seront à 10-2. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a même potentiellement des équipes de SEC à 10-2 qui n'iront pas. Donc à 3 défaites, ça devient compliqué. Parce qu'en plus, Tennessee, ils ont qu'une seule défaite. Ouais, ouais. Et après, ils jouent qui? Tennessee, ils jouent UTEP et Vandy. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah ouais. Et s'ils perdent le match contre Tennessee, c'est potentiellement mort. Mais s'ils gagnent les 3, je pense qu'ils passent. Parce que là, si on compte, hein, la SEC, ils ont encore 7 équipes qui ont 2 défaites maximum. Ils ont Tennessee, Texas qui ont qu'une défaite, et après ils ont A&M, Georgia, Ole Miss, Bama et Missouri qui ont 2 défaites. En sachant que Missouri, même à 2 défaites, n'iront pas parce que ils sont frauduleux, voilà. Mais même si leur coach il veut faire croire qu'ils sont encore dans la course au playoff, personne n'y croit. Euh, Après, il faut pas oublier que aussi le comité va choisir les équipes qu'ils estiment assez sexy pour être sur les droits télé et qui vont Est-ce que être énormes. Missouri, c'est Moi, sexy? Missouri n'est clairement pas, non. Du tu coup, vois, pour moi, Texas A&M, ça peut sauter, tu vois. ouais, je pense, ouais. On verra tout ça. De toute façon, à Texas A&M, il y aura de toute façon le juge de paix sera le match contre Texas pour eux. Mm. Et puis ouais, Georgia, ouais, c'est vrai, ce match contre Tennessee, c'est pour ça que je suis un peu plus inquiet pour eux. Miami, je pense que ça va se refaire. Wake Forest, Syracuse, c'est dans leur corde. Pour Georgia, on verra face à Tennessee, qui a une bonne défense aussi. Hein, Tennessee cette saison, c'est assez pas mal, c'est pas mal en défense. Et il y avait un troisième upset. Troisième upset avec donc Pittsburgh, rien ne va plus à Pittsburgh, deuxième défaite de suite pour les Panthers qui ont perdu donc contre Virginia. Les chances d'aller en finale pour les Panthers sont quasiment réduites à néant. Et en plus de ça, Eli Holstein s'est encore blessé. Alors il s'est blessé sur un choc à la tête avec Mike Diata, le défenseur de Virginia qui a été expulsé pour ça. C'est la deuxième fois en 3 matchs qu'Holstein doit sortir après un choc à la tête. Et son remplaçant Nate Yarnell a été vraiment mauvais. Il a lancé une interception sur le drive qui a suivi. Et ça a mis Pittsburgh un peu dans la merde. Ce qui a aussi mis Pittsburgh en difficulté, et ce qui a fait un peu parler outre-Atlantique, c'est une action où Virginia, en fait, alors c'est ce qu'a dit le coach, c'est comme ça qu'il a parlé, le coach Narduzzi du côté de Pittsburgh, qui a accusé Virginia d'avoir bénéficié d'un 5e down en fin de match. Alors pour expliquer un peu, les Cavaliers avaient une 4e et 1. Ils l'ont joué, ça a été stoppé. Mais les refs n'étaient pas en place à ce moment-là. Donc on a rejoué le play qui est passé et ce qui a permis après aux Cavaliers de faire tourner le chrono. Il restait 5 minutes au moment du 4e et 1. Ils ont réussi à amener le chrono jusqu'à 1:40 et quelques pour marquer un field goal. Et puis derrière, Pittsburgh a perdu de 5 points. Voilà, ça fait un peu parler du côté de Pittsburgh, Narduzzi notamment, qui donc accuse les rêves de l'ACC d'avoir
donné donc ce 5e down à Virginia. Pour Pittsburgh, les doutes qu'on avait un peu sur cette équipe ont un peu été, notamment en attaque, ont été exposés. On le disait depuis quelques matchs, c'est vrai que l'attaque de Pittsburgh n'était pas incroyable. C'était aussi leur défense qui les gardait dans le match, notamment contre Syracuse où ils ont marqué 21 points par la défense. Là, ils se sont pris une belle contre SMU, la défaite contre Virginia. Il y a Clemson la semaine prochaine et Louisville dans 2 semaines. Pittsburgh n'est mathématiquement pas out de la course à la finale, mais déjà, il faudra voir pour Holstein. C'est quand même deux blessures à la tête en 3 matchs. Faut aussi penser à la santé des joueurs. Et puis, pour Pittsburgh, je pense que c'est terminé. Je sais pas trop ce que vous pensez de cette équipe-là. C'est vrai que c'était une équipe invaincue pendant très longtemps, mais qui était un peu quelconque. Bon, le retour à la réalité, il est là pour les Panthers. Ouais, ils avaient un calendrier qui était relativement clément. Ils avaient une bonne attaque qui avait fait un gros match une bonne défense, pardon, qui avait fait un énorme match contre Syracuse. On se rappelle du match à 5 interceptions, 3 pick six sur McCord. Moi, j'avais bien aimé l'agressivité qu'ils avaient, mais effectivement, Holstein, c'était un peu celui qui tenait cette attaque et qui était le métronome. Là, sans lui, ça risque d'être compliqué. Et puis surtout en tête, bon alors Miami viennent de perdre, mais Miami, SMU, Clemson, ça reste quand même une trois grosses. Alors SMU un peu moins de grosse cylindrée, je vous l'accorde, mais ils tournent quand même vraiment pas mal cette année. Il y a quand même 3 équipes qui sont beaucoup plus en forme que Miami, que Pittsburgh, pardon. Donc je pense que la deuxième défaite elle leur coûte très très cher et je pense que c'est un peu mort pour eux. Je pense que comme j'ai dit juste avant, je pense que la course au SEC Championship se joue entre les 3 équipes actuellement en tête. Voilà pour les voilà donc pour les upsets. On va passer à la Big Ten. La Big Ten est-elle la meilleure conférence actuellement? 4 équipes dans le top 5 de l'IP Poll qui vient de sortir. Je crois que c'est du jamais vu pour la Big Ten dans son histoire, avec Oregon en 1, Ohio State en 2, Indiana qui passe donc en 5 et Penn State qui passe en 4 ou en 3. J'ai pas noté ça. Penn State qui est en 4 et Texas en 3. C'est Texas en 3e. Kevin, parle-nous un petit peu de ce match. Honneur au numéro 1, victoire contre Maryland. Ouais, il y a pas un peu à l'image des à part Indiana qui a eu le match peut-être le plus compliqué, mais les trois autres équipes que sont Oregon, Ohio State et Penn State n'ont pas eu les semaines les plus compliquées. Oregon victoire 39-18 contre Maryland du coup. Comme on disait au début, Oregon a eu un peu de mal, voilà, 17 minutes jusqu'à ce que Jordan Burch avec enfin son retour à 100%, il se fasse sentir. Il fait un énorme match. Je crois qu'il a 2 balles typées, un sac, donc un fumble forcé qui est recouvert par Johnson, le transfert qui est à Kentucky ou à Duke, je crois, qui remonte 60 yards pour un TD. Oregon fait le trou à ce moment-là et puis ça déroule. J'ai bien aimé ce qu'a fait la O-line malgré l'absence de Marcus Harper. On se rappelle sur les 2 premiers matchs de l'année, c'est le point d'interrogation de tout le monde. On sait que c'était l'intérieur de cette O-line qui était le gros point d'interrogation. Ça a tourné entre 2-3 gars et ça a été relativement solide, donc je suis content. Chose à noter qui a été relativement drôle, c'est qu'on sait qu'Oregon a quelques problèmes pendant les troisièmes quart-temps cette saison. C'est des quart-temps qui sont des périodes qui sont clairement pas à l'image de ce qu'Oregon produit depuis le début de l'année. Et en fait, Dan Lanning, il s'est dit, on va tenter le tout pour essayer de mettre une petite étincelle. Et sur un drive où Oregon qui prend 2-3 and out d'affilée, je crois, pour commencer le quart-temps, il décide de faire un fake punt dans ses 20 yards. Je crois que c'est sur ses 22, avec justement une course de Jordan Burch, donc qui est son starting DN en 4e et 3. Sauf que c'est un athlète phénoménal et le mec il va chercher 40 yards je crois sur le fake punt. Oregon finit de drive, se retrouve sur la goal line et Dylan Gabriel qui d'ailleurs au passage a égalé et battu le record du nombre de total TDs en carrière de Case Keenum. Il bat le record sur une passe pour un lineman. lineman.
C'est ça. Parce qu'au début, on n'a pas capté parce que le numéro 91 n'existe techniquement pas dans le roster d'Oregon. Mais non, c'est Jerion. Comment il s'appelle? Janoris Wilson que j'ai Janoris Wilson. J'ai fait un mix du prénom et du nom. Janoris Wilson, du coup, qui catch ce touchdown historique. Et sur la transfo à 2 points, c'est une swinging gate qu'Oregon aime bien faire. Sauf qu'en fait, c'est Josh Connerly Jr., le starting left tackle, le gros prospect qui prend le ballon et qui court 3 yards et qui jette dans l'end zone pour marquer la transfo à 2 points. Donc ils ont marqué un thick 8. Et du coup, c'est 2 O-line qui mettent les 8 points. Je sais pas, je suis pas sûr qu'il fasse ça à tous les matchs pour essayer d'énergiser son équipe. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. La défense est ultra solide. Ça a drivé côté Maryland, mais côté Oregon, ça reste quand même très très solide, je trouve, notamment quand on se rapproche de la red zone. Ils font 2 interceptions en fin de match quand Maryland devient un peu trop unidimensionnel et avec la pression qu'ils arrivaient à mettre, c'était pas mal. Et côté Maryland, à noter Ty Felton, qui fait vraiment une saison incroyable. Il a vraiment posé beaucoup de problèmes à Oregon. Surtout les DB ont rarement été aussi pénalisés que ça, je trouve que le backfield défensif d'Oregon fait une très bonne année. Mais Felton leur a vraiment posé pas mal de problèmes et là, je crois qu'il est alors je suis pas sûr que ça a été mis à jour, mais je crois qu'il a dépassé les milliards justement sur ce match. Donc non, ça a été un bon match de sa part. Maryland, c'est une année compliquée, hein. Ils sont sur du 4-5. Ils ont une fin de saison qui est pas des plus faciles avec Rutgers, Iowa et Penn State. Donc à voir comment ils continuent. Billy Edwards, pareil, c'est pas trop mal, mais je trouve qu'ils ont trop de déficiences. Et chose à quoi on s'attendait pas forcément, c'est que Maryland est la pire passing defense de Big Ten, mais ils ont pris aucun big play en fait. Ils ont vraiment sell out sur le fait de pas prendre de big play, de rien prendre deep, et ça a plutôt bien réussi dans le sens où il n'y a pas vraiment de highlight dans le match d'Oregon. Et ça a été quand même très très maîtrisé de la part d'Oregon, surtout Dylan Gabriel qui semaine après semaine montre quand même que c'est un sacré game manager. C'est Valentin ou Ryan veut rajouter quelque chose sur ce match, sinon on passe à la suite. Mais ouais, Oregon qui continue 10-0. Ça faisait longtemps, non, qu'Oregon était pas à 10-0. Si je dis pas de conneries, je crois avoir vu que c'était 2012 ou quelque chose comme ça. Ouais, donc l'époque Mariota. Voilà, c'est ça. Donc, et puis ouais, Dylan Gabriel du coup qui bat Casey Keenum dans le nombre de touchdowns total et qui est à 8 touchdowns à la passe puisque Casey Keenum est encore à 155 est toujours à 155, enfin toujours il a 155 touchdowns, ça bougera plus pour lui, et Dylan Gabriel 147. Il reste 2 matchs pour Oregon, 8 touchdowns à faire. Les finales de conférence sont comptées, je crois, dans ce total. Oui, toute la post-season est comptée, donc les finales de conf et même les les playoffs. playoffs aussi. Oui. Ouais, donc normalement Dylan Gabriel dépassera Keenum. Oui, sans trop de problèmes, je pense. Et petite chose à noter, par contre, il y a eu, pareil, on suit beaucoup, on parle du running game, Jordan James qui a été, il a que 7 portées sur le match, mais du coup, je pense que on a vu une trend sur les derniers matchs, c'est que malgré le fait que, Oregon le manage beaucoup, ils essaient de le faire reposer au maximum. Il a eu plus de 20 portées contre Ohio State et Michigan. On voit que le staff offensif le ménage contre les plus petites équipes, on va dire, et le retour en forme de Noah Willington, qui s'était fait les croisés contre Colorado l'année dernière. Le retour en forme de Willington aide beaucoup à ça. Ça permet à Oregon de garder James frais pour la fin de saison, parce que la fin de saison, ce sera pas Riron, ce sera pas Valladolid, ils pourront pas se le permettre forcément. Donc, je trouve que c'est assez Elle sera intelligent. longue. Ouais, comme on disait, hein, c'est une post-season. Si tu vas jusqu'en finale college football, c'est quand même une saison à 17 matchs. Donc, au poste de running back en Big Ten, effectivement, si tu peux permettre à ton running de prendre ne serait-ce que 20 coups en moins dans la gueule sur l'année, c'est pas négligeable, quoi. Donc je trouve ça assez intelligent, et encore une fois, le fait d'avoir un RB2 comme Wellington, c'est surtout qui revient en forme, c'est cool. Ouais, c'est très cool pour les Ducks du coup qui
qui a joué sur la fin de saison? Il y a Washington Ils sont et à Wisconsin. Wisconsin pour un night game à Madison samedi, match à 1h30, après bye week et réception de Washington pour la dernière semaine. Très bien. Ohio State, on va vite revenir là rapidement du coup. Ohio State qui a battu Purdue 45-0. Beaucoup trop fort pour les Buckeyes. Jeremiah Smith, déjà 9 touchdowns pour lui. Record de la fac pour un freshman. Il a effacé Chris Carter des tablettes. Penn State qui a détruit Washington également. 4 touchdowns au sol, dont 2 pour Warren. Ils n'ont jamais su concrétiser. Les Huskies ont souvent été stoppés au 4e down. Et pour les Huskies, ils n'ont toujours pas réussi à gagner 2 matchs de suite en Big Ten cette saison. Et puis le match qui intéressait tout le monde en Big Ten, c'était Indiana qui recevait Michigan. Première fois de l'histoire des Hoosiers pour la toute première saison de leur coach en plus, l'ancien coach de James Madison. Ouais, c'est ça, c'était l'ancien coach de James Madison. Qui donc emmène les Hoosiers à 10 victoires. C'est la première saison de leur histoire où ils sont à 10 victoires. Et c'est vraiment c'est magnifique, tout simplement. Il y avait une belle ambiance dans le stade. À Indiana, je pense que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu une saison comme ça. Indiana qui a fait l'essentiel en première mi-temps, mené 17-3 à la mi-temps, et puis derrière ils ont réussi à stopper Michigan en fin de match. Michigan qui a tenté un retour, mais sur le dernier drive, ils les ont forcés au 4e down. En plus, ils les ont vraiment bloqués dans leur camp, puisque on était sur les 33 de Michigan. Il y a un bon match de Nathan Rourke qui continue quand même sa belle saison avec 206 yards et 2 touchdowns. Bon, il y a une interception pour lui, mais voilà, il a quand même fait le taf. Et puis Keyshawn Williams, 70 yards pour lui en 6 réceptions aussi. Si vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce match-là ou... Non, c'est à part le fait que ce soit la première fois de l'année que du coup qu'Indiana gagne de moins de 2 TD d'écart. Ils avaient pourtant bien commencé, ou vraiment, je crois que c'est ce que j'avais mis dans une conversation, c'était genre clairement c'était trop fort quoi. Ils commencent, c'était juste trop facile pour eux, les match-ups qu'ils arrivaient à trouver, le touchdown qu'ils trouvent là sur le tracé corner où le mec il a 5 yards d'avance. Enfin, c'était le début de match était assez impressionnant. Et après, il y a Michigan qui s'est mis en route. J'en ai parlé la semaine dernière après le match d'Oregon contre les Wolverines. Michigan, il y a du mieux. Et il y a du mieux en attaque. Ça ressemble un peu plus à quelque chose. Je dis pas que Warren est un X-Man contender, va falloir se calmer aussi, mais il faut quand même qu'on se rende compte où est-ce qu'ils en étaient offensivement au début de l'année. Donc il y a du mieux, c'est pas trop mal. Mais Indiana, c'est comme encore une fois, c'est très bien coaché. Ils ont tous les transferts de JMU qui font quand même un gros taf. Donc non, c'est cool pour eux. C'est cool pour eux. Ils ont une bye week pour préparer ce qui est potentiellement l'un des plus gros matchs de l'histoire de leur programme dans 2 semaines contre Ohio State. On sait à Indiana, c'est début de saison en 10-0. Ohio State, je sais même pas s'ils les ont beaucoup battus dans leur histoire, mais Indiana, c'est une fac de basket, donc c'est être avec ses performances en football, c'est quand même assez impressionnant pour eux. Donc moi, je suis content. Je suis content aussi qu'ils étaient assez respectés par les people parce qu'ils ont. Je m'attendais à ce qu'ils soient 6e, finalement ils sont 5e. Ils sont devant Tennessee, donc je suis content. Encore une fois, moi, après moi je sais que on en parle souvent, mais mes 2 comparses qui sont avec moi aujourd'hui, Ryan et Val, ils sont souvent sur la force du calendrier. Quand tu es en SEC, même si t'as qu'une défaite, ça vaut souvent plus qu'une équipe qui a 0 défaite autre part. Moi, je mets plus de valeur sur les équipes qui arrivent à rester invaincus, surtout dans des saisons chaotiques comme cette année. Donc, on verra. De toute façon, comme je dis, de toute façon, c'est la plupart des équipes qui sont encore en course, qui ont 0, 1 ou 2 défaites, jouent des équipes qui sont dans la même situation. Tout va se, comment dire, tout le schmilblick dans lequel on est va se résoudre de lui-même en très grande partie avec les matchs qui restent, ne serait-ce que sur la saison régulière. Donc, mais on a un très très gros match, un énorme match dans 2 semaines entre Indiana et Ohio State. Tu veux avoir les stats de Indiana et Ohio State dans l'histoire? Vas-y. Il n'y a que 12 victoires pour Indiana, 80 victoires pour Ohio State. Ouais. La dernière victoire d'Indiana, c'était en 88. Ouais, voilà et la ce que je veux dire, dernière victoire à Ohio State, puisque le match se jouera à Columbus, c'était en 87.
Donc voilà un peu l'Everest qui attend les Hoosiers, mais franchement, ils peuvent le faire. Hein. En tout cas, ce sera un match à voir. Je ne sais pas encore pour l'horaire. Si... si, c'est un match de 18h. C'est le match de ils ont déjà 18h. annoncé l'horaire. Sur la Fox, ouais. Alors, si celui-là, on pouvait l'avoir sur Bein, ce serait vraiment très, très cool. Ouais. Parce qu'il a des incidences pour tout, hein, la Big Ten, les playoffs. Ouais. Mais ouais, ça fait plaisir pour Indiana. C'est la Cendrillon de la saison, Cinderella, comme on dit. Et c'est cool pour eux. Moi, je suis content. Je suis très content pour eux. Je le dis semaine après semaine, mais ça prouve que des équipes avec même un peu moins de talent, quand c'est bien coaché, ça fait la diff. Et le public américain ferait mieux de voir ça. Parce que je commence à en avoir marre en fait du truc où quand des équipes perdent, on leur dit ouais bah ça a qu'à mieux recruter. Bah non, à un moment tu as le droit aussi de coacher, tout simplement. Développer les joueurs, ouais. Exactement. Et puis ouais, c'est une belle histoire aussi pour ce coach, hein, Kurt Signetti qui arrive de James Madison, qui avait fait un très gros travail de James Madison et qui continue à Indiana. Donc bravo à lui. Et puis pour Michigan, ils sont toujours pas en bowl. Est-ce qu'on s'inquiète pour eux pour une qualification en bowl ou ça ira là contre Northwestern, ils vont en faire qu'une bouchée et ils iront en bowl? Ouais, enfin sur la vu la lancée sur laquelle ils sont, je pense que ça ira. Je pense pas, je vois pas Northwestern les priver d'un bowl game quand même. Mais non, par contre, à noter quand on parle de coach qu'on fait un excellent travail, c'est une petite note, hein, de coach qu'on fait un excellent travail à un niveau plus bas. Il y a le coach de Kansas State qui a été viré en cours de saison. Ah ouais, on en parlera dans Voilà. le podcast, mais c'est vrai qu'il leur a amené plein de titres en FBS, 2 titres je crois en FBS. En FCS du coup, mais ouais, c'est ça. Ouais. Il les fait monter en FBS et tu lui fais même pas finir la première année. Certes, ils sont en 1-8, mais voilà, ils sont quand même leur victoire, c'est quand même contre Liberty qui était invaincu à ce moment-là. C'est l'un des les plus le grosses gros morceau de la numériques, enfin statistiques, on va dire, de l'année. Donc je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage ouais. de quand même pas laisser plus. Et encore une fois, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas forcément ce que tu récupères. Et à voir qui est-ce qu'ils vont recruter à la place, qui est-ce qui va vouloir signer à Kansas State, parce que c'est le plus petit programme de FBS. Donc je suis pas sûr que ça se bouscule au quotidien pour aller être coach là-bas. Donc ce serait des barres quand même. Mais Nick non, Saban, quand même marre, il y allait, c'est bon. il gagne plus de thunes à faire college game day une fois par semaine qu'il gagnera à Kansas State. Donc, mais puis même un coach qui va à Kansas State, quand tu vois le traitement que Kansas State a fait du coup à leur coach qui a tout fait dans le programme, parce que c'est un jeune programme en plus, hein, Kansas State, je crois que c'est un programme qui a pas beaucoup d'années d'existence. Ouais, c'était un peu dégueulasse de la part du directeur athlétique de Kansas State. On passe un peu à la Big 12 pour terminer le tour. Après, on parlera un peu des autres matchs vite fait, mais on va juste parler de la Big 12 avec le cannibalisme qui continue un petit peu, même s'il y a 2 équipes qui ont encore leur destin complètement entre leurs mains. Colorado a son destin entre ses mains après la victoire contre Texas Tech. Ils sont toujours invaincus en Big 12. Si je dis pas de bêtises. Non, ils ont une défaite. Ils ont une défaite, pardon. Ils ont une défaite. Ils sont à 2 défaites, une hors conf et une en conf. Ouais, contre Nebraska. Ils avaient perdu contre Kansas State de 3 points. Mais voilà, Colorado qui est donc deuxième et la deuxième équipe, puisque ce sont les seuls à une défaite, puisque BYU est à 0 défaite. Et après, il y a plein d'équipes qui sont en 4-2. Colorado, si vous y en a qui ont peut-être vu le replay ou vu le match, parce qu'il était assez tard dans la nuit. Ouais, moi j'avais regardé le match avant de regarder la Holy War du coup. Et ils ont eu du mal au début. Hein. Le début de match est relativement merdique. Ils prennent 3 scores sur les 3 premiers drives. Malheureusement pour T-Tech, c'est touchdown et après c'est que field goal. Colorado ils punt je crois 4 fois d'affilée pour commencer. Et après encore une fois, ça je le répète depuis quelques semaines, mais Colorado en deuxième mi-temps c'est un tout autre animal. Et c'est là où ils ont fait le taf quoi. Ils finissent avec deuxième mi-temps de Colorado cette saison. C'est incroyable. Bon alors le score finit à 2 TD, c'est 41-27 si je dis pas de bêtises, mais ça joue à un TD. T-Tech a le drive final pour essayer d'égaliser, voire gagner. Et si je dis pas de bêtises, il y a scoop and score. Ouais, voilà, le quarterback se fait strip sack dans le dos et c'est la balle part vers l'avant, donc tout le monde pense que c'est une incomplète.
dans Ouais, bon alors l'attaque après, Texas Tech. il la recouvre dans les 5 yards, donc bon, même Oui. si les mecs s'étaient jetés dessus, enfin, il y avait vraiment que Shiloh Sanders qui était dans la zone, il aurait marqué Ouais, quand même. mais tout le monde s'arrête parce que c'est vrai que la balle part vers l'avant en fait, mais comme c'était Bah, c'était considéré comme un fumble, ouais. on a la même, bah, le TD défensif d'Oregon, c'est pareil. Et d'ailleurs, autant je chie beaucoup sur les arbitres, et vous me connaissez, c'est un peu mon dada. Euh, Autant sur l'action, donc du coup, l'action de Colorado et l'action d'Oregon, je suis content que les arbitres arrêtent de siffler quand ils sont pas sûrs, qu'ils laissent le jeu se dérouler. Si les joueurs veulent s'arrêter parce qu'ils pensent que c'est une incomplète, mais qu'il n'y a pas de coup de sifflet, c'est leur problème. Mais que au moins les arbitres laissent jouer, que le mec aille marquer, tu as un review automatique, et ben tu regardes le review et après tu prends ta décision. Donc je suis content qu'ils les aient fait. C'est cool, ça va faire monter le stock de Shiloh Sanders, de mettre un peu de stats sur sa feuille de la saison, parce qu'il est sacrément merdique lui aussi. Mais bon, voilà. Pour moi, semaine après Pour moi, semaine, c'est un des pires, c'est littéralement un des c'est pires joueurs de Div1 de mais college football. et clairement, et je pense que je le répète, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que s'il s'appelle pas Sanders, il starte pas en Power 4. Parce que il plaque pas, il est en coverage, il est bof. Euh, le nombre de plaquages qui manquent par match, et entre le combo plaquage manqué et plaquage en dehors du terrain, ou après le coup de sifflet qui coûte 15 yards, pour moi, c'est l'un des plus gros red flags qui existe sur un défenseur. Et, et je parle pas d'une narrative comme à la Thibodeau à l'époque, où parce qu'il avait pris un flag dans l'année pour un late hit, tout de suite, oh là là, c'est un dirty player. Non. Shiloh, c'est le golemon qui fait ça littéralement une fois par match, d'accord? Donc bref, c'est cool pour lui. Ils sont contents. Hunter fait un match, je crois qu'il finit à 9,99-1, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ils ont fait surtout beaucoup de mal à T-Tech sur les screens. Les T-Tech les DB se sont fait écraser sur les screen receveurs sur le périmètre là. Et c'est dommage parce qu'ils étaient dans le match au début, mais je pense que si Colorado il rencontre une équipe qui est capable de jouer une deuxième mi-temps, bah ça peut faire des matchs intéressants. Ouais, bon match du trio des receveurs hein, qui ont chacun un touchdown. Hunter, Wester et Shepard. Et moi j'ai bien aimé notamment le match de l'Agente Wester, qui est un receveur que j'aimais beaucoup à Florida Atlantic et qui fait une bonne saison quand même du côté de Colorado, dans l'ombre de Travis Hunter, bien sûr, mais voilà, Colorado, c'est leur deuxième meilleur start après 9 matchs depuis 2000, avec la saison 2016. Donc voilà, nouvelle conférence et Colorado, ça va mieux pour la deuxième année de Coach Prime. Mais je pense que c'est pas juste parce que la Big 12 serait. Je suis même pas sûr que la Big 12 soit forcément plus faible que. Je pense que le top Big 12 est plus faible que le top Pac 12 de l'époque. Par contre, je pense que le milieu, parce qu'ils ont perdu contre Stanford notamment l'année dernière, je pense quand même que Colorado a progressé cette saison. C'est pas que un effet Big 12. Parce que j'ai lu un peu ça aussi en disant oui, ils sont en Big 12, c'est plus facile. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense quand même que voilà, cette équipe de Colorado a quand même progressé, notamment en défense. Oui, bah alors en défense, c'est indéniable. En défense, très clairement, c'est. Même la O-line, hein, elle a progressé au cours de la saison. Oui, Il prend d'ailleurs, moins de avec sacs. le 5 étoiles, là, c'est Keaton ou Stanton. C'est un freshman, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est un freshman 5 étoiles qu'ils ont en left tackle qui a eu un peu de mal sur ses 1-2 premiers matchs et qui s'est vraiment bien repris. Mais encore une fois, c'est Prime, il a été capable comment dire, capable d'attirer pas mal de bons coachs. Hein. Je crois que c'est Pat Shurmur qui est leur coordonnateur offensif. Donc ils ont quand même un mec qui a été aussi en NFL pendant pas mal d'années. Ils récupèrent Warren Sapp qui est en Hall of Famer D-line en coach D-line. Donc au bout d'un moment, tu te dis que ça va payer. Je pense qu'ils ont peut-être eu un peu de mal l'année dernière, et comme on disait sur le récap la dernière fois, c'est que bah, bizarrement, moins il y a de distractions, mieux cette équipe performe. Je pense que la corrélation est assez facile à trouver à ce niveau-là. Donc voilà, c'est cool pour eux. À voir, je reste quand même dubitatif sur ce qu'ils seraient potentiellement capables de faire sans leurs deux superstars que sont Sanders et Hunter. On verra l'année prochaine. Mais en tout cas, si on se focus sur cette année, c'est pas mal. Et sur la Big 12, ben, c'est très clairement eux les gagnants des 2 dernières semaines de cannibalisation de la Big 12. Concernant l'année prochaine à Colorado, il y a, ça vient de tomber, je crois, le 5 étoiles Julian Lewis qui flippe de USC pour commit à Colorado notamment.
Est-ce que ça, parce que beaucoup de gens disaient aussi que peut-être que Coach Prime partait une fois que ses deux fils seraient plus dans le programme, mais comme il y a eu ce flip, peut-être que Coach Prime va rester encore un peu du côté des Buffaloes. On passe rapidement sur Iowa State, qui était 17e après sa défaite la semaine dernière contre Kansas State. Deuxième défaite de suite pour les Cyclones, qui ont été beaucoup moins efficaces que les Jayhawks dans tous les compartiments du jeu. Les Jayhawks qui ont scoré un pick six et c'est globalement le meilleur match de la saison pour Kansas. Et que ce soit de leur QB Jaden Daniels et d'ailleurs le match qui se joue à l'Arrowhead de attention, Kansas. attention. Il y a Jaden et Jalen. Ah, Attention, c'est Jalen, monsieur. voilà, c'est Jalen. Voilà, je cherchais le prénom. J'avoue Jalen que moi, je me Daniels. trompe à chaque fois. Et Iowa State, quasiment out de la course. C'est un peu un scénario à la Pittsburgh pour eux. Ils étaient invaincus, mais sans forcément que tout le monde les prenne au sérieux. Et là, les deux défaites de suite, elles tuent quasiment les chances d'aller en finale et donc d'aller en playoff. Et on va terminer donc sur le dernier match avec la Holy War qui était de retour pour un match de conférence pour la première fois depuis 2010. BYU qui était classé 9 qui se déplace à Utah. S'il y en a quelqu'un qui veut parler un petit peu du match, Kevin, du coup, puisque tu as dit que tu avais suivi un peu le match. Oui, j'ai eu l'excellente idée de rester jusqu'à 8h du matin pour regarder ce match en live. Décision que je paye encore aujourd'hui. Voilà, bref. C'était pas un match extraordinaire. Utah, il y a du mieux. Utah qui fait une saison quand même très décevante, mais il y a du mieux. Pouvoir lancer la discussion. Est-ce qu'il méritait de gagner le match sur la dernière action? Est-ce qu'il y a holding? Est-ce qu'il y a pas holding? Est-ce que tu flagues le holding sur... Bon bref, ça c'est des discussions qu'on a régulièrement sur de la NFL aussi. C'est tu mets pas de flag du match et puis tu décides de le mettre sur une 4e tentative sur l'action qui est potentiellement la dernière du match. Donc voilà, c'est moi encore une fois, je mettrais pas trop de crédit sur ce match-là parce que je trouve que BYU était bien en dessous de ce qu'il montre depuis le début de l'année. Chaque équipe, surtout les tops équipes cette saison, ils ont le droit d'avoir un match down. Maintenant, après la faute, c'était pas non plus facile d'aller chercher le field goal. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont eu du mal. Ils arrivaient pas à enchaîner là sur les dernières minutes. Ils arrivaient à rien. La pression d'Utah, elle était folle. Et en fait, cette bouée de sauvetage que leur ont lancé les arbitres, ils en ont profité pour rester en vie et aller gagner ce match parce que derrière ils mettent un field goal de 50 yards, je crois. Donc c'est cool pour eux. Ils sont toujours invaincus. Ils sont bien classés aussi. Je crois que c'est eux qui doivent être 6e ou 7e. Je crois qu'ils sont montés, avec les défaites c'est Tennessee et BYU qui sont 6-7. Mais donc voilà, ils sont 7. Ils sont toujours invaincus. Bien partis pour aller jouer la finale de Big 12. Je pense que maintenant il n'y a pas vraiment de risque qu'ils ne la jouent pas. Donc c'est cool pour eux, c'est cool pour la Big 12 qu'ils aient qu'ils fassent partie de ces conférences qui ont encore un membre invaincu parce que c'était un peu la conférence qu'on voyait un peu décliner avec les membres qu'il y avait. Donc c'est cool pour eux à voir si BYU réussira à faire quelque chose. En playoff, ouais. Cette action polémique qui a fait beaucoup parler avec le directeur athlétique Mark Harlan de Utah qui a incendié les officiels en conférence de presse et qui a pris une amende de 40K. Moi, je rajouterais que oui, cette action fait tourner le match, mais Utah, c'est 0 points en seconde mi-temps. Les raisons de la défaite sont aussi là. Et mauvaise nouvelle du côté de Utah, parce que je crois que Brandt Cute s'est blessé. Ouais. Sur une action, alors c'est après... une fin de saison. Ouais, pareil, je vois l'action sur Twitter où il y a beaucoup de supporters de Utah qui disent que ouais, les arbitres n'ont pas flagué. Enfin, je t'avoue que sur l'action, c'est pixelisé. J'ai l'impression d'avoir un truc de Game Boy début des années 2000 tellement c'est pixelisé. On voit pas grand-chose. Le mec t'as l'impression vraiment que le DB il le retient un peu, mais tu sais, c'est un tirage de maillot de DB classique sur une crosse. Et en fait, je pense que son genou buckle un peu comme si c'était sur un hors-scolar et il se fait le genou dessus, quoi. Donc c'est moche pour eux parce que c'est clairement un programme qui a pas été épargné par les blessures cette année. Et pour le peu 5 qu'il leur défaites restait de de suite. bons joueurs, Pour le peu qu'il leur restait de bons joueurs en forme, du coup, il leur reste plus grand chose sur la fin de saison, quoi. C'est clair. Saison à oublier pour Utah.
pour la première saison de leur histoire en Big 12. J'avoue qu'on s'attendait pas forcément à ça, mais bon, les blessures ont vraiment niqué la saison. Voilà, on a fait le tour des matchs les plus importants. S'il y en a qui ont envie de parler d'autres matchs éventuellement, sinon je donne les scores un peu à la volée du top 25 notamment. Non, c'est bon, tu peux y aller. Donc on a Texas qui a battu Florida avec un bon match de Queen Evers pour le coup. De sa part, Arch Manning est rentré en fin de match. Tennessee qui a battu Mississippi State. Notre-Dame qui a écrasé Florida State dans ce qui devait être le gros match de la saison pour Notre-Dame après Texas A&M en début de saison. Bon, finalement, c'était plus la saison avançait et plus on pouvait deviner de l'issue. Clemson qui a battu Virginia Tech et puis Missouri qui bat Oklahoma sur un scoop and score en fin de match. Ils s'en sortent bien les Tigers. Voilà pour les autres matchs du top 25 à noter. On a 3 équipes qui ont donc atteint le plateau des 6 victoires cette semaine et qui iront donc en bowl. Georgia Tech, South Carolina qui l'a emporté contre Vanderbilt et TCU qui l'a emporté, je n'ai pas noté, mais TCU qui l'a emporté contre Oklahoma State, justement. Oklahoma State qui n'ira pas en bowl cette saison. Petite pensée pour pour Baptiste, du coup, qui ne verra pas ses Cowboys au mois de décembre. On peut parler un petit peu de l'AP Poll si vous voulez, s'il y a des choses à dire sur l'AP Poll. Sinon, on peut passer vite fait aux courses ou en finale de conférence dans chaque. Écoute, tout ce que je peux te dire sur l'AP People, c'est qu'on est encore classé et que c'est honteux. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de SEC bias, Ryan. Et Tulane qui rentre enfin Oui. qui rentre dans la people, ça c'est cool pour eux Ça, parce mais qu'ils sont en train de faire une sacrée saison. Army qui a gagné aussi, on n'en a pas trop parlé, mais avec un drive de 13 minutes qui termine en touchdown. Et puis voilà, Boise State qui, ça on en parlera un peu dans le podcast Group of Five qu'on fera un peu plus tard dans la semaine. Boise State qui a galéré un peu contre Nevada. Très gros match de Aishan Janti qui dépasse les 200 yards et qui marque 3 touchdowns. Voilà. De toute façon, c'est l'IP Poll, donc ça compte plus pour les playoffs, mais ça peut donner un petit peu une idée de ce que sera le classement du comité. Je sais pas si le comité mettra Indiana dans le top 5. On verra. Ça, c'est Ouais. la question, effectivement. C'est parce que là, il faut comprendre que maintenant, on a 2 entités différentes et avec 2 objectifs différents, surtout, Ouais. qui n'ont pas la même finalité. Donc, effectivement. Après, j'ai trouvé que le AP Poll, surtout que c'est un aggregate de quoi? De 62 votants, 62 ou 63 votants. Ouais. J'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Donc, je pense que comme le premier qu'on a eu, où le top 12 était le même, si ce n'est le Ohio State 2 et Georgia 3 qui étaient inversés, je pense qu'il n'y aura pas trop de différence entre les deux. Et puis, petite mention pour Washington State qui monte à la 19e place avec les défaites des mecs devant qui perdent. Il y a toujours 2 ou 3 gars devant qui perdent, donc Washington State qui commence un peu à remonter. S'ils terminent la saison à 11-1, ils seront peut-être pas si loin que ça du top 12. Bon, moi, je n'y crois pas. On en avait déjà parlé dans le podcast Group of Five, mais bon, le rêve un peu éloigné pour l'instant pour les Cougars pourrait peut-être se rapprocher. Enfin voilà, on verra de toute façon. Après, c'est l'IP People, donc on verra le comité. Ça se trouve, ils vont laisser Washington State plus loin, mais voilà. La course pour les finales de conférence, je vais rajouter un petit peu cet onglet-là sur la fin du podcast. Puisqu'à l'heure actuelle, en fait, quelles seraient les finales si on s'arrêtait là et qui est encore un peu dans la course? Alors, je considère dans la course quand tu n'as qu'une défaite de retard, même si pour certains, il y a aussi le tiebreaker qui rentre en compte et tout. En ACC, donc on serait sur une finale SMU contre Clemson. Et on a Miami, Louisville et Pittsburgh qui sont ou à égalité ou avec une seule défaite de retard. Même si bon pour Pittsburgh ça commence à être compliqué. Louisville a le tiebreaker sur Clemson, donc ils sont encore un petit peu dans la course, Louisville. Tout est possible encore pour eux. SMU Clemson. Qui sait que là, si vous devez faire un pronostic là sur la finale dans 3 semaines, vous donnerez qui en ACC? Est-ce qu'on reste sur du SMU Clemson ou est-ce qu'on croit en Miami ou Louisville? Non, moi, je pense qu'il y a moins que ce soit un petit Miami Clemson. Toi, tu penses que SMU ils se feraient jarter du truc?
Ouais, il y a moyen, je pense. En fait, ça va, encore une fois, ça dépend de la fin des calendriers, tu vois. Et même Clemson, hein, attention, hein, Clemson, on sait, ils ont le petit tampon fraude au-dessus de leur tête. Ils sont pas à l'abri non plus de paumer un match à la con, tu vois. Mais je pense que Miami, SMU, on termine par Boston College, Virginia et California. Ouais, c'est une fin de calendrier qui est sneaky good un peu quand même pour SMU. bah, c'est Où sneaky il y a good, mais c'est des, ouais. justement toi-même, tu sais, c'est souvent dans ce genre de calendrier-là où en fait tu prends le truc un peu à la légère en te disant ouais, bah c'est bon, tu vois, on a fait le plus dur et que tu vas paumer un match à la con sur un field goal, tu vois. Donc attention quand même. Après, moi je serais content, hein, j'aime bien SMU. Hein. Clemson n'a plus qu'un match de conférence. Ils jouent contre Pittsburgh, ils se déplacent à Pittsburgh la semaine prochaine. Et après, c'est The Citadel et South Carolina, donc là, c'est hors conférence pour eux. Et puis Miami, je l'avais noté. Miami est en bye week et après, ça va affronter Miami, Wake Forest et Syracuse. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Donc moi, je pense que SMU Clemson, c'est pas à négliger. En Big 12, on est sur BYU contre Colorado. Et on a beaucoup d'équipes encore qui sont à une seule défaite. À une seule défaite de Colorado, Iowa State, Kansas State, Arizona State, West Virginia. Donc voilà pour la Big 12. Est-ce que Colorado va chuter ou moi je pense vraiment que les deux tiennent la corde. Hein. BYU Colorado, je pense en Big 12. Colorado, c'est quoi leur fin de calendrier? Colorado, la fin de calendrier de Colorado. Hop, Big 12. Dessus aussi du coup. C'est Kansas, c'est Utah, Kansas et Oklahoma State. Ouais, donc t'as une victoire assurée contre Oklahoma State du coup. Ouais. Moins que ça Et finisse par être- BYU, on reçoit Kansas, on se déplace à Arizona State et on reçoit Houston. Ah, c'est déjà plus tricky pour Ouais, BYU, je BYU, trouve, hein. moi attention le déplacement à Arizona State et puis Kansas après leur belle victoire là contre Iowa Après, State. après, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'ils ont, Eux, ils ont un matelas, ils ont voilà, pas trop de défaites. ils ont 2 victoires d'avance sur les autres équipes, en sachant qu'ils ont le tiebreaker sur Kansas State. Ils ont le tiebreaker sur, bah non, il y a que eux d'ailleurs qu'ils ont joué, qui sont encore en course parce qu'après c'est les équipes en dessous. Donc s'ils perdent un match, bon, en gros, faut qu'ils en gagnent un seul des trois, pardon, de préférence contre Arizona State pour avoir le tiebreaker si Arizona State win out. Donc non, je pense que ouais, ça sent le BYU Colorado quand même en Big 12. La Big Ten, Indiana contre Oregon pour l'instant, ce sont les deux seules équipes invaincues en Big Ten. Ohio State et Penn State qui sont en embuscade derrière. De toute façon, tout va se décider hein, sur le Indiana-Ohio State. Penn State n'a pas le tiebreaker sur Ohio State. Ohio State ne l'a pas sur Oregon. Donc moi je pense que vous, Oregon, je pense que c'est quasiment fait. Et que ça va se jouer vraiment entre les trois, hein, Indiana, Penn State, Ohio State. Pour Penn State, ça va être très dur. Hein. Faudrait espérer que Indiana gagne et qu'après ils perdent l'autre match, Indiana. Ouais, là on rentre dans des considérations. Ouais. Encore une fois, comme j'ai dit, je pense que ce sera plus clair après le Ohio State Indiana, où il restera plus qu'une semaine et ce sera plus clair. Là, avec 4 équipes aussi bien classées, c'est compliqué de 4 équipes pour deux spots comme ça avec 0-0 et une défaite, c'est un peu compliqué à jauger. Donc en plus les tiebreakers de Big Ten sont pas les plus faciles à suivre. Ce sera à suivre effectivement. Pour l'instant, Oregon Indiana, moi c'est une finale de conf qui forcément me convient et qui je trouve pourrait être hyper sympathique à voir. Je te rejoins là-dessus. Et puis pour la Southeastern, alors là ça va être la jungle, la Southeastern. Pour l'instant, c'est Tennessee et Texas A&M qui sont les deux premiers de la SEC actuellement. Derrière Texas, Georgia, Ole Miss, Alabama, Missouri et LSU, puisque LSU a qu'une défaite de retard encore hein, sur le top 2. Donc bon, il faut un scénario de fou, mais c'est encore possible que pour soi, Ryan, d'aller en Southeastern, d'aller en finale, même si ça va être très compliqué. Mais pour y faire quoi? Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, mathématiquement, tu veux y aller pour te faire désosser en prime time? c'est encore possible, Encore mathématiquement, passer c'est encore pour un con? C'est pour la culture, Ryan.
Pour que Brian Kelly te dise oh bah ouais, on est dans le process. Mec, gros, on n'a rien On est à en y faire. finale, les gars. Ah ouais, sérieux, laisse les gens y aller, laisse les gens méritants y aller et va Petit bosser prono et pour la ferme finale. là. Ce sera quoi la finale? Il y aura un des deux Texas. Si les Longhorns ne chient pas dessus sur le match, bah Texas, je pense que c'est le plus probable. Et Le vainqueur de Tennessee, Georgia ouais, mais je ou Ole Miss? pense, si Kirby fait ce qu'il faut, je pense que Georgia va win out sur la fin de saison. Parce que j'adore Nico Yamaleava, mais il est encore très très jeune, il est encore très très vert, il peut très rapidement prendre la pression, il est pas, lui pour le coup c'est un peu, on en parlait pour Beck en début d'épisode, mais c'est la même chose. Nico, quand tu commences à le mettre un peu sous pression, il déjoue énormément, donc vraiment ça va être à qui a la meilleure défense et qui va le faire le moins d'erreurs sur ce match-là. Je pense quand même que Georgia a les capacités de l'emporter face à Tennessee. Donc, ouais, il y a peut-être moins que Après, ce soit une attention, finale Texas-Georgia. parce qu'ils n'ont plus qu'un match, Georgia, de ACC. Et Ole Miss a le tiebreaker sur eux. Donc il y a aussi un scénario où c'est Ole Miss qui prend la place de Georgia pour la finale. Ouais, mais Val, il mérite pas. Vas-y, toi. Il a, Val, il a perdu contenu, il mérite pas avec son c'est équipe quoi de mercenaires. ton Là. avis, Val, sur la finale? Ce serait quoi pour toi, là, à 3 semaines de la fin? Pour moi, ce sera Texas Ole Miss. Et c'est pas une question de niveau, enfin de résultats, etc. Mais c'est juste une question de sous, de droit télé, etc. Et je pense qu'on est plus sexy que Georgia ou Tennessee à l'heure actuelle. Mais moi, je dis pas ça, tu sais, moi, ça me Ah fait ouais. chier que ça soit comme ça. C'est pas logique, tu vois. Il faut une réalité sportive au bout d'un moment. Mais c'est un business et ils prendront, comme dans les playoffs, les trucs avec le comité et les playoffs, etc. Ils prendront les équipes les plus sexy. Bah, Sachant qu'il après, y le a truc, rien. c'est que c'est du terrain, c'est pas un choix normalement. Ouais, alors on Bah, peut avoir un Et- tiebreaker avec plusieurs équipes à 6-2. Alors je sais pas comment ça va se. donc là, vous partez du principe que tout le monde va être égalité à 6-2. Bah, il y a. Nous, on va pas, On peut avoir logiquement, on 3-4 perd pas de équipes. match. Si Tennessee perd contre Georgia et gagne le Georgia, reste, ils sont à 6-2. ouais, c'est fortement possible, hein. Georgia peut être à 6-2 du coup dans ce cas-là. Texas A&M, ils perdent que contre Texas, ils sont à 6-2. Alabama, ils gagnent tout ce qui reste, ils sont à 6-2. Ouais, il y a un scénario où tu as 3-4 équipes à 6-2, donc ce sera intéressant de voir ce qui va prévaloir parce qu'il n'y a plus les divisions et compagnie qui pouvaient quand même te faire vachement le juge de paix puisque tout le monde se jouait dans la division. Et vu que tu as quand même une belle culture de l'instant, généralement dans le sport, bah, nous, on a deux équipes normalement faciles et à notre portée avec Florida et Mississippi State. Si on les éclate, bah, je te jure qu'on passe devant eux. Ouais, bah, t'as perdu contre LSU. Et je te dis, ça va compter aussi, frérot. En Et tout cas, écoute-moi bien, toi. Mais gros, en tout cas, ce frérot, sera on un est vrai. pété. Frérot, Occupe-toi du on train est qu'on a éclaté. Mais ici, non, mais là. frérot, on est éclaté, on vous a battu. Forcément que ça va compter aussi, gros. Je sais pas, j'entends des bruits, il y a quelqu'un qui essaie de parler là, mais L'équipe qui t'a Après, battu, frère, elle essaye de parler. c'est les fous au fond du bus Tu, là. on ne parle Je les pas, entends frère, pas. vas-y. Retourne bosser. il y a quand même je sais pas, c'est Gus qui nous disait qu'apparemment, c'est c'est les victoires qui comptent plus maintenant et que par exemple la défaite de Notre-Dame contre Northern Illinois avait moins d'impact qu'une victoire, je sais pas quoi. Donc à voir, ça se peut. Après, encore une fois, moi personnellement, je trouve que le comité c'est un peu shady. Il y a jamais vraiment Mais lui, de. il a même pas de conférence, gros. Laisse-le tout seul, lui, là. Mais lui, déjà, Northern Illinois, gros, tu perds contre eux, ça y est, t'es top 70 000, frère, t'es même plus dans le 25. Ça y est, dégage. Ça c'est dit. Après Notre-Dame, ça s'est bien remis en place quand même Ouais, sur les c'est dernières vrai. semaines, mais Mais après ils ont perdu contre Northern Illinois. ils ont perdu contre Northern Illinois Voilà. qui fait même pas une saison incroyable en MAC, hein, franchement. Ah, Je peux vous dire que c'est pas, franchement, c'est pas fameux en MAC, hein, ce qu'ils sont en train de faire cette saison. Bon, voilà, on a fait le tour un petit peu des finales de conférence. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, il y a une course à 3 en Atlantique. En Big Ten aussi, en Big Ten, ça va se jouer entre Oregon et Ohio State, je pense, ce match. Indiana et Ohio State. Et puis en Southeastern, ça peut vite devenir le bordel.
C'est bien. Ouais, c'est bien. Que les SEC se prennent le bordel que tout le monde se farcit depuis des années, c'est cool. Franchement, pour la première année des playoffs à 12, que ce soit la SEC qui. Enfin, bon, il y a la Big 12 aussi qui est dans le bordel, mais eux, comme les équipes sont beaucoup plus faibles, au final, il n'y a pas grand monde qui joue les playoffs. Mais là, la SEC, c'est assez cool que. Il y a un peu plus de chaos. Mais ça aussi, la fin des divisions aussi, hein, mine de rien, qui protégeait peut-être un peu plus les équipes de la East par rapport à celles de la Ouest. Je sais pas. Pas bon. On verra bien de toute façon, il reste encore 3 semaines. Et c'est les 3 plus importantes qui arrivent. Les MVP de la semaine? Excellente question, ça. Waouh. Alors, est-ce que vous avez des MVP là, comme ça? De toute façon, Val, il va dire Jackson Dart, donc on va faire vite. Pas du tout. J'ai Abdou Carter, Penn State, Ah. qui de mémoire a 4 sacs, 4 plaquages pour perte. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas les stats. Et en attaque, j'avais John Matter ou de Wazoo ou le running back Parker. Mais je vais rester sur le QB parce que je trouve qu'il fait une bonne saison. Donc je vais rester sur ça. Après, j'aurais pu mettre Sanders, j'aurais pu mettre Miro ou autre, mais j'avais envie de faire un peu le hipster, tu vois. Donc John Matter et Abdou Carter. Kevin, si t'as un nom qui te vient en tête. Ouais, parce que je continue ma campagne de Genty Iceman, donc c'est quoi, je vais dire Ashton Genty. Je trouve qu'il s'est bien repris. Ça fait deux semaines qu'il galérait un peu plus ou quoi que ce soit, et là contre Nevada, même si Boise en tant qu'équipe a un peu plus galéré, il a vraiment porté l'équipe et 34 courses, 209 yards, 3 TD. Il n'est que à 6,1 de moyenne. On en est quand même à se dire ce genre de choses. Il a pris du retard sur les le record de Barry Sanders, Il mais est à voilà. 1700 là. Il est à 1700 yards là. Ouais, je crois que j'avais fait le calcul aujourd'hui. Il lui faut presque 40 yards de plus en moyenne par match de ce qu'il fait depuis le début de l'année. Et pour les TD, il faudrait qu'il en mette 15 sur les 4 prochains matchs. Donc c'est presque à du 4 par match. Donc ça semble un peu loin, mais voilà, je suis content qu'il montre qu'il est encore là. Et donc voilà, je le mets MVP cette semaine. J'ai voulu le mettre aussi, mais uniquement parce qu'en fait, ça me vénère la narrative de Travis Hunter, là, Aceman, juste par rapport au snap. Même pas, les mecs, ils parlent même pas de stats ou quoi, juste par rapport au snap qu'ils jouent en Juste attaque, en parce qu'il a des défense. snaps. Moi, personnellement, ça me termine. Ça me fout le droit. C'est une bonne saison de receveur, une bonne saison de DB, mais comme il fait les deux en même temps, ouais, c'est vrai que c'est un peu saoulant. Et alors là, j'ai entendu, je crois que c'est Joel Klatt qui disait, mais de toute façon, il va gagner le Biletnikov. Pardon. Pardon. Oula. Voilà, j'ai fait un mini AVC. T'aurais qui en favori là pour le Biletnikov? Je sais pas, mais pas Travis Hunter du coup. On en Jamais. parlera un peu après Ouais. parce on est déjà sur un petit bout de podcast, mais non. Ouais, non, mais mais non, mais c'est- il est top 5 dans. Tu peux pas mettre un mec Biletnikov, t'es pas top 5 dans aucune des 3 grandes catégories de ton poste. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, voilà. Donc c'est bien ce qu'il fait, mais je suis désolé, mais quand dans toute conversation à propos d'un joueur, l'argument principal, c'est pas ce qu'il fait principalement, c'est ouais, mais il a joué 178 snaps, mais on s'en branle en fait. On s'en fout. C'est le mec, il a joué des snaps, d'accord, bah c'est cool. Donc non, pour moi non. Je pense qu'on aura d'autres débats dans d'autres ouais. podcasts, mais non, là je suis comme Val. Je pense que la narrative commence à me gonfler. Ouais, c'est saoulant. Voilà. Ouais, et c'est Ryan? pour ça que moi je vais faire le casu et que je vais suivre Kevin. Hassan Genty. Ben moi, j'en ai noté 3 en défense. Un défenseur de Ole Miss, Jared Ivey, qui a fait un super match du côté d'Ole Miss avec plusieurs sacs, 2 passes deflection, dont une qui a amené une interception de Carson Beck. En attaque, Jalen Milroe pour son match contre LSU. Et puis, petite notation pour Katin Hauser, le quarterback de East Carolina, qui a lancé 5 TD pour 0 interception et qui est autour des 300 yards, qui a fait un très gros match contre Florida Atlantic. Voilà. Après, il y aurait Ashton Genty, d'autres joueurs. Moi, tu veux que je te dise, en fait, le seul truc qui m'empêche de mettre Milro MVP cette semaine, c'est qu'en fait, encore une fois, on n'a pas forcé son talent. Tu sais, on ne l'a pas poussé à faire justement des actions de Iceman ou quoi. C'est juste le mec,
c'était open bar en fait. Donc Ouais, mais c'était Lamar Jackson sur le terrain. oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas eu le dépassement de soi où tu te dis putain la perf elle est extraordinaire. Non, là le mec on lui a tout ouvert en fait, on lui a tout donné. Donc forcément le mec bah il les a pris et basta quoi. Et c'est le seul truc qui m'a empêché justement de lui mettre le MVP quoi. Ouais, ça s'entend en vrai, effectivement. C'est vrai que la défense de LSU, il a un peu refait la même. Enfin voilà, ben voilà pour ce podcast. On a été assez long sur les premiers matchs notamment, mais voilà. Ben écoutez, voilà, on a fait le tour. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, sinon on en termine là. Merci Non, Valentin. je pense que Ouais. je Merci pense qu'on a fait le Valentin. tour. Merci Ryan. Merci Kevin. Merci. C'est un plaisir d'avoir fait ce podcast avec vous. Et puis, bah, n'oubliez pas cette semaine les autres rendez-vous avec le podcast Group of Five, le podcast Ivy League et le 1 to 6 à 17h samedi prochain. D'ici là, restez connectés sur le Twitter et à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci. Ciao tout le monde.